Hello à tous, on est chez Technifibre aujourd'hui, nouvel épisode Histoire de marque. Suivez-moi, je vous emmène. Salut Max. Salut Matt, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Bienvenue chez Technifibre, bienvenue au sein de la Players Company. Allez-y, vamos. Allez, go. C'est un Donc showroom, ça, c'est non exactement, c'est un mi-chemin entre un showroom et une salle de réunion. Donc tu as l'intégralité des produits. Donc tu as les balles de tennis, tu as toute la partie cordage. Ça, c'est notre mural de raquettes de tennis. Si on a une à retenir, c'est notre petite T-Fight, jouée par Daniil Medvedev et Iga Swiatek sur le tour. Le programme textile X-Loop. Ceux qui ne l'ont pas vu, 100% cordage recyclé et bouteille d'eau. Exactement. Aujourd'hui, vous ne recyclez pas encore assez de cordage, mais ça arrive, exactement. Et donc normalement ici, il y a l'intégralité du reste de la gamme textile et bagagerie qu'on a enlevé pour l'occasion. Eh bien, nous y sommes pour ce nouvel épisode d'Histoire de marque. Yes. Merci encore une fois de nous recevoir dans vos bureaux. Merci à toi d'être venu. Trop cool. Juste, avant de démarrer, en tant que joueur de tennis, fan de tennis, et je suis bien sûr ta chaîne. J'ai vu qu'il y avait des noms assez forts, tu vois, avec des gros palmarès qui ont participé au podcast. Donc je viens là avec beaucoup d'humilité. J'espère que je vais être à la hauteur de l'événement. Je te cache pas, du coup, il y a une petite pression qui vient avec le truc. Mais je vais faire de mon mieux pour que ce soit intéressant. Tu vas être parfait. On va démarrer fort d'emblée. 2022, vous avez eu 4 numéros 1 mondiaux en même temps. Exactement. C'est historique, c'est déjà arrivé chez d'autres marques de tennis ou pas, tu sais? Écoute, on a fait des recherches. Il nous a semblé, on avait retrouvé, j'ai plus la date exacte, il me semble que Wilson, au milieu des années 2000, avait eu le truc, donc les 4 numéros 1 mondiaux, numéro 1 homme en simple et double, numéro 1 femme en simple et double. C'était arrivé, mais c'est hyper rare. Vous avez eu le tennis fauteuil en plus. Et nous, je vais te dire, c'est possible, je sais même pas. Ah, mais je crois pas. Non, okay. je crois pas. Tu peux nous repréciser les noms? Ouais, donc on a eu, ça a duré 5 mois, on a eu les 4 en même temps, je crois de avril à août 2022. Donc Daniil Medvedev, numéro 1 mondial en simple chez les hommes, Iga Swiatek, numéro 1 mondial en simple chez les femmes, Elise Mertens en double et Joe Salisbury en double chez les mecs. Allez. Et je me souviens pour la petite histoire, donc c'était Daniil en premier, puis Iga, enfin les deux quasiment en même temps. Et je sais plus qui, un mec de mon équipe me dit, et tu sais qu'au fait on a aussi le numéro 1 mondial en double. Je dis, bah mec, la next step elle est claire, tu vas choper la numéro 1 mondial en double. Et je dis ça en rigolant, tu vois. Ouais. Et le mec sans se démonter, Matt Pogam que tu connais, il me dit, ouais t'inquiète, je suis en discussion, normalement d'ici 3 semaines c'est good. Énorme. Donc énorme coup de bol parce qu'elle est belge, elle travaille avec notre préparateur Dieter, que tu connais aussi. Et c'est customiseur de raquettes. Customiseur de raquettes. Et ça faisait un petit moment qu'ils étaient en discussion. Et donc c'est Elise Mertens qui est venue compléter ce quatuor, ce qui a fait que pendant 5 mois, on a eu les 4 numéros 1 mondiaux. Et par rapport à l'histoire de la marque et ce qu'on souhaite devenir sur le marché du tennis, ça a été pendant cette période-là une vitrine incroyable et c'était vraiment fun à vivre. On va dérouler l'histoire de la marque au fur et à mesure, mais pour commencer sur quelque chose qui accroche notre audience parce qu'on aime savoir comment vous avez signé peut-être Daniil. Est-ce que on peut commencer pied au plancher avec lui ou honneur aux femmes? Honneur aux femmes, je pense. On commence avec Iga, histoire de tenir en haleine. Ouais, qui est assez rocambolesque l'histoire. Donc pour précision, j'étais pas encore dans la boîte à ce moment-là. J'étais en train moi de passer mes entretiens. Donc j'étais en discussion avec Nicolas Préau qui est le CEO. Et donc je l'avais régulièrement au téléphone. T'es arrivé il y a combien de temps toi? Je suis arrivé début 2021 et on a signé Iga. En gros, ça a démarré à Roland-Garros 2020 qui a eu lieu en octobre, la fameuse édition décalée avec le Covid. Et tout ça s'est fait entre octobre, novembre, décembre. Donc moi j'étais en train de passer des entretiens avec Nicolas, je l'avais toutes les semaines au téléphone. Donc je suivais le dossier aussi. Nicolas Préau, notre CEO, et j'étais pas encore embauché. Que déjà j'avais l'impression, j'étais dedans à fond quoi. Et donc en fait l'histoire c'est début de Roland 2020, donc Iga est 55e mondial je crois, et ça faisait donc un petit moment que Mathieu Pogam qui travaille dans mon équipe sur la partie sports marketing exactement et détection, l'avait dans le viseur. Donc ça faisait un long moment qu'on était en discussion, etc. Premier tour à Roland Garros, elle joue contre Vondrousova qui fait finale l'année d'avant, elle lui met 1 et 2. Donc 55e mondial, donc suite à ce match-là, le match du premier tour, ils arrivent quand même, alors qu'elle était sur une trajectoire ascendante, et c'est difficile de faire switcher des athlètes quand ils sont sur des trajectoires ascendantes, parce que ils sont en confiance avec leur matériel, et c'est très sensible la raquette. C'était quoi son matos ça? Elle était chez Prince, et il me semble qu'elle n'avait pas de contrat à l'époque, elle n'avait pas le logo sur la raquette. Donc ça a dû jouer aussi un peu dans l'histoire.
Donc à la fin du premier tour, il cale un testing donc avec Dieter fin octobre. Nous, c'est toujours la même méthodologie quand on veut signer un joueur. On se déplace en nombre, on veut être sur le court. On met en place toute notre expertise, tout le savoir-faire pour développer avoir la bonne raquette parfaite pour le joueur. On n'envoie pas des raquettes comme ça par la poste en disant tu les testes quand tu as du temps, on y va vraiment. Donc on cale le testing pour fin octobre. Et là, catastrophe, Iga Swiatek gagne Roland Garros. Et en gros, normalement, dans un monde normal, à partir de là, c'est terminé. C'est intouchable. C'est intouchable parce qu'en fait, Trop cher. déjà, je pourrais dire que c'est trop cher, mais surtout, et c'est ce que je te disais, les athlètes de manière générale avec la raquette ont une relation qui est très particulière. Enfin, tes joueurs du tennis, moi aussi à des beaucoup plus petits niveaux, mais en termes de confiance et de préparation mentale, changer de matériel, c'est hyper sensible. Donc quand tu gagnes un grand chelem, je veux dire, dans l'histoire, aucun athlète, aucun joueur de tennis n'a jamais changé de matériel 3 mois après avoir gagné un grand chelem. Juste ça n'existe pas. Donc déjà, tu te dis chat noir, en fait c'est fini, il n'y a aucun scénario où elle change. Et finalement, elle devait chercher un truc en particulier sur sa raquette, le testing maintenu à fin octobre. Où ça? Chez elle en Pologne? Au départ c'était en Pologne. Fin octobre il me semble, donc gagne Roland Garros, elle passe complètement dans une nouvelle dimension, au point qu'elle est invitée chez le président polonais. Visite officielle, serrer des mains, etc., etc. Pas de bol, 2 jours après la visite, le président polonais l'appelle en disant « Les gars, je suis vraiment désolé, j'ai été contrôlé positif au Covid. Donc t'es cas contact ». Donc c'était en octobre 2020, c'est le début un peu de la deuxième vague. Et donc, nous, on devait faire le testing 5 jours plus tard. Je crois que la règle à ce moment-là en Pologne, c'était 8 ou 10 jours d'isolement, pas le droit de sortir. Donc testing qui tombe à l'eau. Donc tu te dis, à nouveau, pas de bol. Et donc là, l'histoire devient folle. 2 jours avant la fin de sa période d'isolation, le coach nous appelle. Il dit, ok les gars, on a gratté une dérogation, on va pouvoir sortir avec 48 heures d'avance. Ouais. Derrière, on doit enchaîner sur un tournoi. Donc on a une fenêtre, c'est après-demain. En Autriche, parce qu'en Pologne c'est fermé, vous ne pouvez pas venir. Donc soit vous êtes là dans 48 heures et on fait le test, soit c'est terminé et on se revoit l'année prochaine. Et ça, dans le langage du milieu, on se revoit l'année prochaine, égal, tu la revois plus jamais, c'est terminé. Et donc là, bon, alors on se revoit en février. on se revoit. Et donc là, il n'y a pas de je négocie, mais ouais, mais tu comprends, pour nous c'est compliqué. Test Covid en urgence pour tout le monde. Donc Mathieu Pogam dans l'équipe, Dieter, prendre des billets, trouver un club en Autriche, court couvert, enfin le truc. Parce que c'est un tournoi en Autriche après? Non, parce que c'est le pays le plus proche de la Pologne qui n'était pas à ce moment-là sous les règles de confinement. D'accord. Et donc c'était le. Incroyable, ça se joue à rien. Ouais, et ça se joue à rien. Et donc, en plus, Matt Pogam nous raconte toujours ça. Il te dit qu'il était en vacances, c'était les vacances de la Toussaint avec ses enfants en Bretagne. Donc, un truc tout con, mais il faut rentrer à Paris, prendre l'avion, aller en Autriche. Enfin, en 48 heures, c'est chronométré, quoi. Plus, il faut passer au bureau pour récupérer les raquettes, pour les envoyer à Dieter, qui puisse les préparer en avance. Parce qu'on arrive à mission. Donc, tu te dis encore, chat noir, le truc va être bancal, ça va mal se passer, etc. Par contre, envoyer les raquettes à Dieter en 48 heures, c'est impossible. Impossible. Donc, du coup, ils vont sur le test avec les raquettes non préparées. Dieter, dans la chambre d'hôtel, génie qu'il est, te prépare le truc. Et donc, ils avaient préparé 3 raquettes. Excellente vidéo sur la chaîne. Gagne 2 mètres de longueur grâce à ce customiseur, c'est le titre, avec Dieter qui nous montre son matériel, comme tu dis, un vrai génie. Ouais. Pour le fan de tennis que je suis, il y a peu de mecs aussi passionnants que ce gars-là. Il a une connaissance et une compréhension du tennis et du matériel qui est exceptionnelle. On a une relation hyper proche. Il a été salarié de TF pendant très longtemps, donc il nous nourrit lui aussi au quotidien sur tous nos développements produits, etc. On s'appuie beaucoup sur lui. Il a une expertise extraordinaire. Et donc, shooting avec Iga, et comme testing avec Iga, et on arrive comme on le fait souvent, donc on avait parlé en amont avec le coach, on savait ce qu'elle recherchait. On avait les specs de sa raquette actuelle avec trois propositions. Et la petite histoire dit que Dieter aurait dit avant le testing à Mathieu, c'est cette raquette-là qu'elle va choisir. Et donc, elle fait son échauffement avec sa raquette. Elle teste les 3 raquettes. Ils avaient mis la raquette dont ils pensaient que ce serait la bonne en dernier. Et elle fait, je crois, 5 minutes dans la diag avec. Et se retourne avec un petit sourire à son coach et un petit hochement de tête. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Donc là, ensuite, tu as 2 heures sur le cours pour fine-tuner tous les détails. Ensuite, tu passes sur le cordage, la tension. Tu testes plusieurs tensions, machine accordée sur le cours, etc. pour être ultra réactif. Et c'est comme ça qu'on a eu la validation d'Iga sur la raquette. Et du coup, elle a démarré l'aventure avec la marque au 1er janvier 2021. Qu'est-ce que tu peux nous dire de non confidentiel
sur la signature d'une joueuse comme Iga qui vient de gagner Roland à ce moment-là? Comment vous gérez avec son agent? Elle est chez IMG, non? À l'époque, elle n'était pas encore chez IMG. Elle D'accord. a signé chez IMG quand on a re-signé le contrat avec elle. Donc on a fait 21-22, on avait fait un contrat de 2 ans. Et on a re-signé avec elle début 23 pour un contrat longue durée. Et Ouais. entre-temps, elle est passée chez IMG. La méthodologie qu'on emploie toujours dans ces cas-là, et c'était le cas avec Iga, c'est que la raquette passe avant tout, parce que c'est le cœur de la performance, et c'est ça qu'il faut qu'on ait tu vois, bien. Une fois que tu as ça, derrière, on se met d'accord sur le projet, ce qu'on veut faire avec elle, pour combien de temps, etc. Et ensuite, tu parles de montant. Là, en l'occurrence, au moment, donc, elle venait gagner un grand chelem, mais elle n'était pas encore établie au plus haut niveau. Le tennis féminin, tu sais comment c'est, ça peut ça peut aller vite. Donc à l'époque, tu sais pas si elle va monter très haut, si elle va y rester, si elle va Mm. repartir dans l'anonymat. Mais ouais, c'est sûr que le fait qu'elle ait gagné au Roland, ça joue. Là, en l'occurrence, c'était par rapport à ce que je connais des montants, un fixe franchement raisonnable. Et c'était surtout avec des bonus qui étaient importants. Et c'est ça qui a fait que le contrat, ensuite, au fur et à mesure qu'elle a progressé, a commencé à coûter un petit peu de sous. Mais juste pour avoir en tête, tu Iga vois. a coulé la boîte. Ouais. Non, mais entre elle et Daniil aussi, qui 2 ans avant a commencé à très très bien jouer, à prendre un peu des bonus, et disons que ça a des impacts ouais, sur le quotidien de la boîte qui sont importants. En gros, ce qu'il faut savoir sur un contrat d'athlète, tu as une partie fixe qu'on appelle le retainer, donc que tu négocies au moment où tu signes le contrat, qui est en gros fonction du classement, de la nationalité, ça joue beaucoup. Ouais, le marché. Ouais, le marché, tu vois, un joueur ou une joueuse américaine, bah, c'est ce qui coûte à un classement égal et peut être 2 à 3 fois plus cher qu'un joueur Polonaise. polonaise. Et ensuite, tu as des bonus ranking et des bonus qui sont liés à la performance, donc à des gains sur des tournois. Et donc, en fait, quelle que soit la manière que tu as de structurer le contrat, si à la fin elle finit numéro 1 mondial, ok, le fixe sera petit, mais en fait, les bonus ranking vont compenser. Donc, à la fin, l'assiette globale sera importante, quoi. Ok. Entre 100 et 500 000, par exemple, de fixe? Sans rentrer dans les détails, un contrat hommes et femmes confondus, tu vois, top 5 sur la raquette pour des mecs très bankable et tout, ouais, ça peut aller à 7 chiffres. 7 chiffres, c'est 1 million. 1 million, d'accord. Et Je ne dis plus, pas que c'est le cas chez nous, mais en tout cas, c'est les prix de marché sur les tops du top, ça peut aller jusque-là. et un bonus en grand chelem, une fourchette? Ça dépend complètement, pour le coup, ça dépend vraiment de la partie retainer que tu as négocié. Ce qui influe vraiment, les gros des bonus, ils sont surtout sur le ranking, parce que c'est ça qui génère aussi de la visibilité tout au long de l'année. Et Ouais. c'est ça qui est le plus important pour les marques. Plus le ranking que s'envoyer un gros titre, quoi. Je dirais la somme, enfin c'est les deux. De mon point, ouais, c'est les deux, mais en tout cas, les bonus les plus importants en général, c'est les bonus numéro 1, enfin numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3. C'est aussi ce qui récompense, tu vois, la performance sur une année complète, et ça veut dire que tu as une visibilité sur toute l'année. Et chez les femmes, tu peux donner une fourchette des bonus? Des montants? Je te dis encore une fois, ça Ça- dépend de la du structure que marché. tu as entre ton fixe, mais globalement, overall, c'est ce que je t'ai Ça va dit. coûter à l'année. À l'année, globalement, c'est entre, ouais, Ah oui. top 3, homme ou femme, c'est entre 500 et 1 million, quoi, en gros, de ce que je D'accord. connais. Ok. Terminé, bonsoir. Fin du dossier. Exactement. Dossier clôturé. Exactement. On peut passer sur Daniel. Ouais, carrément. Et alors, petite différence entre Iga et Daniel, c'est que aujourd'hui, donc, vous faites partie du groupe avec Lacoste Ouais. au sein de ce groupe. Vous essayez maintenant d'avoir des ambassadeurs du coup dans les deux maisons. Ouais. Raquette Technifim, Textile Lacoste. Ouais. C'est pas le cas avec Iga. Non. Et c'est intouchable son contrat Non. ou ça s'est fait en amont, donc du coup c'était trop tard, avec chez On, comment ça marche? Sur ça, donc pour bien comprendre, donc avec Lacoste, on appartient au même groupe, qui est un groupe suisse, qui Ouais. s'appelle le groupe MF Brand, donc dans lequel tu as Technifibre, Lacoste, tu as aussi Aigle, Gant et The Couples, donc qui est une partie lifestyle qui est assez différente de ce qu'on fait. Donc nous, parce que Lacoste aussi est assez implanté dans le tennis, ça a énormément de sens en termes de synergie. Et la philosophie du groupe, c'est le plus possible de gérer des marques indépendantes. Donc quand on peut travailler ensemble, on le fait avec plaisir. Quand on peut pas, pour X ou Y raison, on le fait pas. En l'occurrence, sur Iga, ouais, c'est une histoire de timing. Il n'y a pas eu le bon truc au bon moment. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait. En revanche, Daniil, quand il a commencé à bien progresser dans les années 2017-2018 avec TF,
Pour le coup, là, le dossier est arrivé chez Lacoste. Ils ont ressenti, enfin après, je ne veux pas du tout parler en leur nom, mais ils ont senti le potentiel du joueur. Et c'est comme ça que le contrat de Daniel a été signé chez Lacoste. Top. Alors, au niveau de la raquette, son outil de travail, Daniel, Ouais. peux-tu nous dire comment il a été signé, approché, convaincu, Ouais, embarqué? donc ça, encore un petit peu plus longtemps. Donc là, je n'étais pas dans la marque. Il a été signé, il me semble, quand il avait 16 ans et demi ou 17 ans. Il était 350e mondial. D'accord. Et Il était en France. Il à était ses en France, 14 donc, ans, hein, exactement. Il arrive en France quand il avait 14 ans. Il s'est entraîné dans le sud. chez Jean-René Lisnard à Lisnard, Cannes. Elite Tennis Center Ouais. à Cannes. Avec Euh, Julien Jean-Pierre exa- avant Gilles Servara. Exactement. Et Donc, depuis ses 17 ans, je crois que c'est avec Gilles. exactement. En C'est fait, ça, ouais. Gilles, à ce moment-là, faisait partie de Elite Tennis Center. Et ensuite, quand Daniel a commencé à vraiment progresser sur le tour, ils ont créé leur binôme avec Gilles. Et donc, nous, on est partenaire de longue date de cette académie avec Jean-René. Et donc, on a été voir donc, quand il avait 17 ans, Daniel, pour un testing. Et l'anecdote, c'est qu'il y avait ce jour-là 3 joueurs qui ont été pas mis en concurrence, mais en tout cas qu'on regardait pour potentiellement signer. Daniil Medvedev, donc qui avait 16 ou 17 ans à l'époque, Daniil Medvedev, Zizhen Zhang et Johann Sebastian Tatlo. Donc c'est Zhang qui a. Zhang qui est le chinois qui maintenant est Ouais, 40 top ou 30. 50 mondial. Ouais. Et Tatlo qui a, qui a continué à jouer mais qui n'a jamais percé au plus haut niveau. Donc c'est ça les 3 joueurs qui sont sur le court au même moment. C'était Pogam déjà à l'époque? Exactement, ouais, la POG. Avec son et sniper. avec son sniper. et c'est un truc qui est, enfin en tout cas sur ça, moi il est assez incroyable parce que on a toujours un peu la même réflexion quand on regarde des prospects, etc. Il y a le niveau de tennis à l'instant T, la qualité de frappe, etc. Bien sûr, c'est hyper important quand les mecs sont jeunes et tout. Et si tu te fies à ce seul critère-là, c'est pas Daniel que tu signes quand il a 16 ans. Parce que techniquement, tu vois comment c'est, quoi. Ouais. Et la qualité de frappe, à l'époque, Zhang, apparemment, c'était stratosphérique. Tatlo, c'était ouf aussi. Et en fait, ce qu'on recherche chez les jeunes profils de 16-17 ans, c'est la petite étincelle dans les yeux, quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement dur ce métier, tu vois, c'est tellement intense, il faut être tellement fort dans la tête qu'en fait, si tu veux percer au plus haut niveau, bien sûr, le tennis, c'est hyper important, mais ce qui fait, de mon point de vue, en tout cas, c'est ce que je constate depuis que je suis un peu dans le milieu, les mecs qui sont très forts, ils ont un truc dans la tête qui est différent des autres, et pour le coup, quand tu rencontres Daniil, sur le court, la première fois, je pense que tu perçois ce truc, qu'il a un truc dans sa façon de réfléchir, dans sa façon d'être, de se challenger lui-même qui est différente des autres. Donc c'est ça qui a tapé dans l'œil de Matt, c'est pour ça qu'il a signé. Et quand tu regardes sa carrière, ce qui est incroyable avec Daniil, c'est ce truc de remise en question permanente et de maximisation absolue de son potentiel. Et ça, c'est parce que dans la tête, le mec, c'est incroyable comme il est solide et comme il est déterminé. Et comme il le dit lui-même, tu vois, à un moment donné, il s'est dit, ok, je veux être joueur de tennis professionnel et je vais devenir un moine et je vais faire que ça. Et le mec, il a paramétré toute sa vie autour de ça et il est à fond dans son truc. Et à la fin, ça donne une carrière de ouf. Admirable. Admirable. Avec une technique Admirable, elle le signe. originale. Original. Je signe tous les jours, moi, pour Moi prendre sa aussi, technique son revers et notamment. sa carrière. Je l'ai vu faire quand on avait fait un truc avec des jeunes de la marque. On avait pris, tu sais, on a un programme Petit Croco, donc en collaboration avec Lacoste. Donc on sponsorise des jeunes de 13, 14, 15 ans avec TF en raquette et Lacoste en textile. On avait fait une activation avec Daniil pour qu'il rencontre Daniil. Et c'est la première fois où je voyais Daniil au bord du court, à l'échauffement, avec des balles neuves. Il joue à 2 à l'heure. Mais putain, sa balle, c'est un laser, un boulet de canon. Il fait son revers, c'est pas lifté, c'est pas à plat, c'est un peu chopé. Ouais, un effet un peu latéral. Exactement. Et la balle, sans forcer et tout, elle va à 12 000. Et quand elle touche le sol, c'est un boulet de canon, ça fuse. Et tu te dis là, mec, il joue en marchant. Et tu te dis quand il est pleine puissance, mais ça doit être ingérable. Donc à cette époque, quand la POG l'a dans son viseur, il est 350 329. 329, précisément. Zhang, tu sais combien il est? J'ai pas les classements en tête, mais en gros, à mon avis, si les mecs sont ça devait être sur des classements similaires, quoi. Je crois qu'à un moment donné, vous étiez quand même réputé, Technifib, pour donner beaucoup de matériel à des joueurs un peu dans ces eaux-là. Ouais. Pourquoi pas vous êtes dit, on prend les 3, tout simplement? Ça, c'est alors. Parce que
admirable, hein, le pari, mais autant sécurisé dans ce cas-là, non? Et effectivement, donc c'est quelque chose qui est très fort dans l'ADN de la marque, avec notamment le développement par les jeunes. Même moi, quand j'étais jeune, donc je jouais en région parisienne, quand j'étais sur les tournois, tu vois, à 10, 11, 12 ans, régulièrement, je jouais contre des mecs plus forts que moi, et ces mecs plus forts, ils étaient quasiment systématiquement Thermobac Technifibre, avec les 3 raquettes à l'intérieur. Quand tu le vois le mec arriver, tu sais que tu vas pas passer un bon moment, parce que quand il avait le contrat Technifibre, c'est que c'était du solide. Donc j'en ai pris des belles contre des mecs en contre ATF. Et à l'époque, Juste toi, t'étais à combien au max? moi j'étais au max, quand j'étais en terminale, j'étais à 3,6. J'ai beaucoup joué quand j'étais petit, j'ai fait 2 ans en sport-études à La Ça? Fontaine dans le 16e. D'accord. J'étais entraîné de ligue à la Ligue des Hauts-de-Seine. Ok. Pas réussi à passer le cap, tu vois, quand j'étais petit. Et du coup, j'avais un peu stoppé, repris au lycée, donc j'étais jusqu'à 3,6. Et j'essaye depuis péniblement de récupérer mon niveau. Mais Mm. depuis, t'as un contrat technique. Et exactement, j'ai un contrat T'as technique. quand même bien hacké le game. Ouais, et ça m'a, bien sûr, parce que Fait les passer des produits caps. sont tellement bons, ça m'a fait progresser de dingue. Donc déjà, j'essaye de revenir un peu à mon niveau, mais c'est en jouant 1 ou 2 fois par semaine, versus quand on avait, tu vois, 17 ans et que je jouais 4-5 fois par semaine, c'est dur, quoi. Et donc à cette époque-là, Donc à cette époque-là, pourquoi est-ce qu'on signe la pas les... marque donnait beaucoup de matos. Exactement, et ça a été un des... Et on le fait toujours, c'est un axe super important pour nous de continuer ce développement par les jeunes, mais même à cette époque-là, c'est quand même 3 joueurs potentiellement prometteurs, ça coûte des sous. Et donc en fait, tu peux pas arroser et prendre les 3 mecs, tu vois, je connais pas exactement le chiffre, mais 300e mondial, 17 ans, un mec un peu prometteur, ouais, c'est un billet à 5 chiffres, quoi. Donc tu fais entre 10 et 50 000 en fonction Par an? de la nationalité. Ouais, ça peut aller jusque-là. Et donc du coup, c'est des trucs, bah, ouais, Vous payez à 300 mondial? bah, après, ça dépend de l'âge, de la courbe de de progression que tu vas estimer. Mais ouais, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour un joueur de tennis, changer son contrat de textile, encore que la chose, c'est compliqué. Mais le textile, la montre, plein de trucs, c'est très facile, tu vois. Ouais. Changer de raquette, une fois que le joueur ou la joueuse décolle, s'installe avec la raquette, commence à prendre au classement, à prendre confiance, changer la raquette, c'est super, super touchy. Tu vois, tu regardes dans l'histoire du tennis, des joueurs et des joueuses bien classés, donc à Pariga, mais qui ont switché de raquette, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. T'as Djoko qui est passé de Wilson à Ed, t'as Tsonga qui est passé de Wilson à Babola. Et t'en as un qui a eu un énorme bad beat, mais je sais pas si on peut le. Vas-y. Verdasco. Ça, je veux bien qu'on en parle après, parce que c'est un exemple parfait de pourquoi est-ce qu'il faut faire attention quand t'es joueur. L'appât du gain sur des contrats upfront te dit, putain, en fait, le contrat que cette marque-là me propose est 3 fois supérieur à ma marque actuelle. Mais en fait, si tu sous-performes, ton prize money il dégringole, tes contrats pour les autres marques ils dégringolent, et donc en fait à la fin tu perds de l'argent. Donc changer de raquette c'est hyper touchy, donc tu as besoin de signer des mecs jeunes, c'est ça le marché, tu vois, sur le marché de la raquette de tennis. Donc toutes les marques, on se fait la compétition sur les gars entre 15 et 18 ans, c'est là qu'est le cœur du réacteur pour pouvoir signer des top profils. Et donc bah ouais, c'est les mecs et les joueuses prometteurs de cet âge-là, si tu veux les avoir régulièrement et de plus en plus, je trouve, il faut mettre du financier, quoi. D'accord. Ah ouais, ok. Parce que moi, ma question de base, c'était de me dire. Enfin, j'étais persuadé que vous ne mettiez pas de financier dans ces classements-là, entre 3, 500, 600. Je pense que ça s'est resserré aujourd'hui. Exactement. Il y a un phénomène où, tu vois, des gars comme. Tu prends l'exemple des mecs sur le tour aujourd'hui, les Alcaraz, les Sinner, etc. À 17-18 ans, les mecs sont déjà stratosphériques. Oui. Si tu les signes pas à 15 ans, tu les revois jamais, quoi. Bien Et sûr. là, en fait, eux, ils sont engagés avec leur marque pour toujours. Donc, tu as un enjeu, ouais, d'aller signer des gars jeunes. Et ce qui, du coup, rend le travail super intéressant de détection, c'est que bien sûr, tu regardes le niveau de jeu et le tennis, et tu regardes ce que je t'ai dit, tout ce qu'il y a à côté, dans la tête, bien sûr. Et tu regardes l'entourage, les parents, le coach, est-ce que le projet est structuré? Est-ce que c'est un jeune qui risque de partir en sucette ou pas? Et c'est tout ça qu'il faut bien calibrer quand tu fais tes propositions, ce qui rend le truc enfin, super intéressant parce que il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Tu peux nous donner une fourchette pour un jeune en financier? C'est ce que je t'ai dit, entre 10 et ça dépend 15 ans. tellement. Ouais, en général, maintenant, tu as certaines marques qui le font à moins de 15 ans. Tu as des marques hyper agressives qui nous viennent de l'Est du monde, qui veulent investir énormément sur le tennis et qui commencent à envoyer du financier important sur des jeunes. Nous, en général, ça commence à en avoir ouais, un petit peu plus tard que ça, autour de 15 ou 16 ans. Et après, c'est ce que je t'ai dit. Entre 10 et 50 Ouais, 000. et ça va dépendre de la nationalité, du potentiel, etc. etc. Et Intéressant. c'est vraiment du cas par cas.
en fonction du projet, en fonction des besoins. Enfin, c'est très difficile de te donner un montant exact parce que c'est super variable. Du coup, ce qui est génial avec un ambassadeur comme Daniil, c'est que vous avez vu son évolution depuis toujours. Ouais. Vous l'avez vu passer numéro 1 mondial, gagner des grands chelems. Il est venu ici au bureau plusieurs fois. Exactement. Est-ce que tu aurais quelques anecdotes à nous partager avec lui, sur le bonhomme? Ouais, il y a 2 trucs qui me viennent en tête. Moi, en tout cas, ce qui m'a marqué la première fois enfin, à force de le côtoyer, il y a une chose qui me marque, c'est l'écart qu'il y a entre le mec dans la vie et le mec sur le court. Tu vois, la première fois que je l'ai rencontré, je me souviendrai toujours, c'était à Cannes. Il venait de perdre sa finale à l'Open d'Australie contre Nadal, donc 5-7 de mutant, etc. On le voit à Cannes 4 jours plus tard. Et je me souviens, donc il rentre dans le club et on avait un shooting avec lui le matin. Donc c'est le club dans lequel il s'est entraîné pendant de 14 à 20 ans à Cannes, donc il connaît tout le monde. Et donc, finale à l'Open d'Australie contre Nadal, tu dis, tu vois, starifié, le mec, t'as un niveau de performance qui est extraordinaire. Et il rentre dans le club, comme toi, tu rentres dans ton club le dimanche matin en match par équipe à 8h du mat. Hyper détente, souriant, dit bonjour à tout le monde le connaît, c'est l'enfant du club, s'assied, il prend son café. Génial. À l'heure du déj, je l'oublierai jamais. Poulet frites sur une nappe en carreau rouge et blanche. Et le mec dit ouais, et Daniil qui dit ouais, c'est quoi le menu? Bah c'est poulet frites. Ah, super. Mec, et on s'est fait notre poulet frites. Et du coup, tu vois, tu discutes un petit peu, tu dis mais du coup, Daniil, alors la finale, t'as pas trop envie de lui en parler, mais en même temps, c'était il y a 5 jours, t'as envie d'avoir son feeling, tu vois. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'il t'en parle, il te débriefe le truc. Comme toi, pareil, tu débrieferais ton match à 3-6 en match par équipe, quoi. Le mec te dit, bah, je la sentais, vraiment, texto, je la sentais grave au premier set. Je me sentais super bien, j'étais bien, je sentais que je le dominais, etc. Et progressivement, je sens le match qui m'échappe et après, physiquement, c'est dur. Et après, le mec, qui est juste, tu te fais poncer et à la fin, c'est trop dur, tu vois. Et c'est aussi simple que ça, quoi. Le mec qui est fait, il est numéro 1 mondial, il va devenir numéro 1 mondial, il a gagné l'US Open 3 mois avant. Et en fait, il joue à un niveau tennistique qui est juste stratosphérique. Et donc ça, moi, qui me fait marrer, c'est qu'on ne fait pas le même sport, parce que ce qu'il fait, c'est monstrueux. Et en même temps, c'est quand même pas si loin, parce que dans la façon d'en parler, dans ses expressions, ce qu'il te dit et tout, je te promets, j'avais l'impression de... Quand moi, je fais un match de merde et que je perds, je pourrais dire la même chose que lui, quoi. Putain, je sentais rien, ça allait pas, quoi. Le mec pourrait te dire la même chose. Donc, hyper cool dans la vie de tous les jours. Et sur le court, tu vois comment il est à la télé et tout, le mec, il switch complètement dans sa tête. Et il devient un petit peu... Enfin, potentiellement dur à gérer, donc avec toutes les images qu'on connaît de lui. Une anecdote assez intéressante sur lui aussi pour expliquer la façon dont il fonctionne. Début 2023, il a changé de cordage. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, gagne l'US Open en 2021, perd la finale contre Nadal à l'Open d'Australie en 2022. Donc à ce moment-là, il était sur un trend incroyable. On se dit, ok, c'est lui le futur potentiellement boss du tennis, etc., etc. Énorme coup dur suite à cette défaite. Il fait une année 2022 qui est vraiment pas bonne. Tu vois, il gagne qu'un tournoi, je crois, il gagne le 250 de Los Cabos. Et il commence à se poser un petit peu. Comme on échange beaucoup avec lui, comme tu dis, il est dans la marque depuis. Il travaille avec nous depuis très longtemps. Vous êtes très proche avec Gilles Savara, son coach. Très proche avec Savara, tu vois. Chez vous. Exactement. Moi, j'ai le WhatsApp de Daniil, où on échange régulièrement avec lui. Et on savait qu'il se posait un petit peu des questions, notamment sur son cordage. Et sauf qu'en parallèle, nous, on avait développé un nouveau produit, un nouveau cordage. Et donc, on va, à la fin de l'année 2022, on savait qu'il était en recherche. Pour le voir, pareil sur la même activation sur les petits crocos. On dit écoute Daniil, on a développé un nouveau cordage. Franchement, on pense que ça peut être utile. Donc, tu sais quoi, on te corde ta raquette, c'est ça. Tu nous dis ce que tu en penses et tu reviens vers nous si tu le souhaites. Tu vois. Et moi, à ce moment-là, je me disais, on lançait le cordage début 2023. Donc moi, je me disais, tu vois, dans mon job, si Daniil Medvedev commence à jouer avec le cordage et qu'il se met à bien jouer, en termes de promotion, de marketing et tout, c'est exceptionnel. Mais je me faisais peu d'illusions parce que je me dis, mec a été numéro 1 mondial, c'est tellement sensible à ce niveau-là, le moindre détail compte. Tu gagnes ou tu perds des matchs à 2-3 points, ça va à 12 000. Le gars, ça fait 10 ans qu'il joue avec le même cordage, impossible qu'il change. Tu vois. Et alors, début d'année touchy. Et donc, attends, on lui donne le truc juste pour expliquer comment il switch, c'est ça qui est fou. Il faut te dire que le mec, il est quand même différent. On lui donne la raquette, et je me souviens, on faisait une activation à ce moment-là, on voulait mesurer de la data sur ce cordage pour mesurer l'écart avec notre gamme actuelle. Donc tu as Daniil Medvedev, truc parfait, tu dis ok, bah mec, fais 10 services avec ton cordage actuel, 10 services avec le nouveau, on va voir si sur les datas il y a des trucs qui changent. Yes.
Il fait Avec 10 le services. Trackman. Trackman, exactement. Donc c'est un Nous outil, expliquer ce qu'est, voilà. c'est un outil qu'on utilise, c'est une technologie qu'on a, un radar, qui te permet sur chaque frappe de balle d'avoir 20 data points. Okay, donc sur chaque frappe, la trajectoire, où est-ce que tu as frappé la balle, la trajectoire, la hauteur par rapport au filet, le spin, la précision, etc. etc. Donc nous, à la fin, on en retient. C'est d'ailleurs un gars qui est possédé chez vous, qui s'appelle Victor. Exactement, qui est le king du Trackman. Ouais. Pour nous, c'est un outil exceptionnel. Ça nous permet de faire une cartographie des joueurs sur la base de data. Donc ça te permet, en fait, tu regardes quelques data points et tu peux donner le classement d'un mec juste en regardant un fichier Excel avec ses data. Donc pour la connaissance du joueur, c'est incroyable. Et pour le développement des produits, pour nous, c'est une aide extraordinaire parce que quand tu développes une raquette et tu dis « Ok, je veux que ma raquette elle soit puissante », si tu te fies à la sensation des mecs qui la testent, en fait, il y a tellement de paramètres qui jouent. L'atmosphère, est-ce que tu es dehors, à l'intérieur, la raquette du gars, la tension, etc. Qu'en fait, à la sensation, c'est très difficile de te dire si la raquette est plus ou moins puissante. En revanche, avec la donnée, tu vois si la balle part plus vite de la raquette. Donc on se sert de cet outil-là. Et donc, nouveau cordage, je veux mettre Dany le Trackman pour voir quels écarts j'ai avec mes cordages actuels. Donc il sert avec son cordage habituel, de 10. 5 balles, ouais, et à un moment donné ça m'a tué. Il sert un missile à 2,10 OT, il se retourne, il fait ça c'est ace. Incroyable. Avec un petit sourire. Tu as regardé, tu as fait. Ouais, yes. Yes, sir. Je lui dis en vrai, moi Dany, celle-là, je pense que je te la retourne dans les pieds, mais. C'est ça qui est génial aussi dans la proximité que vous avez avec cet athlète qui a été numéro mondial, il faut bien le rappeler, c'est qu'il parle parfaitement français. Et ça qui est fou. Ça, c'est génial. Et dans la relation avec lui, c'est incroyable. Donc il te regarde et te dit ça c'est ace. Et on lui tend la raquette et il sert 5 services. Et la data montre qu'en moyenne, il a gagné 4-5 km/h. Tu vois. Et il me regarde, il dit attends, t'es sûr? Il s'approche, il regarde l'ordi, il dit ah, ok, intéressant, etc. On lui laisse une bobine. Moins de 48 heures plus tard, je pense, mémo vocal, je l'ai plus, il faudrait que je le retrouve. On l'insère. En fait, le feeling, c'est exactement comme vous m'avez expliqué, que c'est plus souple. Et à cause de ça, surtout au service retour, et c'est quand même des frappes le plus important en tennis, je sens que ça m'apporte beaucoup de puissance facile. Genre, je suis au retour et j'ai pas besoin de forcer. La balle part très facile de la raquette, que tu peux pas forcément avoir, tu vois, si tu mets la tension bas. Parce que je joue déjà avec la tension bas. Et sinon, avec Razer Call, je fais quoi? Je fais 15-15 et c'est pas sûr que ça va aider parce que comme ça la balle va partir trop longue et faute et tout ça. Et donc, avec cette raquette, j'ai le contrôle qui reste plutôt le même. Il faut juste, je m'ajuste juste un petit peu de, que la balle soit pas faute. Mais ça, c'est juste l'habitude, tu vois. Premier jour, je faisais un peu des fautes comme ça. Là, je fais plus. Et sinon, surtout, service retour, ou quand t'es loin, la balle part très facile de la raquette et c'est vraiment agréable la sensation. Le mec te dit, il nous envoie un truc en disant hello les gars, en gros, j'ai testé le cordage, c'est de la bombe, en 48 heures. Donc il a dû faire une séance d'entraînement avec, tu vois. C'est ce que je cherchais, notamment service retour. Je sens que le truc est plus élastique, un peu plus puissant, ça me permet de gagner en longueur de balle. Et je me souviens très bien, il te dit notamment service retour, et c'est quand même les coups les plus importants dans le tennis. Je sens que ça m'aide énormément, donc franchement, banco. Et pourtant, il perd contre Korda à Australie. Donc, il fait un mauvais début d'année, il arrive à Rotterdam dans le trou à moitié. Démarre la saison avec le nouveau cordage. Donc moi, en sachant que mi-février, on avait à Rotterdam un événement avec nos plus gros clients d'Europe pour le lancement du produit. Donc concrètement, le planning de la journée, c'était pendant 3 heures, je leur faisais une conférence sur c'est le meilleur cordage de ever. Daniil Medvedev joue avec, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est monstrueux. Le soir, Daniil jouait avec le cordage son premier tour contre Davidovich. Et il arrive effectivement sur le tournoi. Donc moi j'étais comme ça depuis le début de la saison parce que j'avais peur qu'en fait il revienne en arrière, que je dise en fait ce cordage c'est pas pour moi, etc. Donc il fait finale à Adélaïde, il perd au 3e tour sur Korda à l'Open d'Australie. Il arrive à Rotterdam et on croise Gilles Savara le matin. Et je lui dis alors Gilles, tu sais il y a tous nos clients, ils jouaient en night session contre Davidovich. Comment tu le sens ce soir, etc. Et Gilles, j'oublierai jamais, il me dit écoute, j'essaye de vous préparer la bête, mais accrochez vos ceintures. Et en fait, tu vois, il sentait que Daniil était pas bien, pas en confiance, et à ce moment-là, tu sens le gars qui tellement compétiteur, il veut tellement être meilleur que les autres que potentiellement ça peut un peu se retourner contre lui. On voit son set d'entraînement, je me souviens, contre Bonzi. Le matin, il se fait découper. Foutez pas une balle dans le cours et tout. Donc moi, en vrai, tu te dis,
potentiellement, c'est le scénario catastrophe où tu as tous tes clients pour le lancement du cordage, où le mec, en fait, prend une tôle 2v2. Après, ça fait partie du jeu, quoi. Bien sûr, mais on avait bien sûr marketé, on avait beaucoup parlé du fait que Daniil avait endorsé le cordage, parce que pour nous, c'était bien sûr un argument hyper fort. Et j'ai fait l'erreur énorme de faire ce match dans la boxe avec Gilles Servat. Oula. Et là, en fait, tu te prends, et donc je te dis, mec adorable dans la vie de tous les jours, vraiment une crème, un mec vraiment sympa. Et quand tu es dans la boxe, tu te prends la réalité de ce que c'est un top 5 mondial et le niveau d'exigence qu'il a envers lui-même. Et ce soir-là, il n'était pas très bien luné, et je crois qu'à peut-être le 4e point, tu vas avoir 35 ou 30 A, il rate un truc, il se retourne vers Gilles, regard noir, et il commence à parler, tu vois, à dire, tu vois, c'est de la merde. Et on sait pas, et moi je savais pas de quoi il parlait, tu vois. Et il commence un peu à se plaindre dans son truc, tu vois. Moi je suis joueur de tennis, ça m'arrive tout le temps, j'ai fait ça 1000 fois quand j'étais petit, tu te plains à tes parents, à ton coach. 30 ans, tu te dis ça va être long. Et là tu te dis, putain, ça va être long. Et pendant tout le match, je sais pas, tous les 5 points, il était pas bien, tu vois. Et il se retourne et il faisait un geste, on savait pas ce que ça voulait dire. Et dès qu'il ratait un point, il se retourne vers Gilles, il fait comme ça. Je me souviens à un moment donné, il perd le premier set. Il a balle de break contre lui, ou il va avoir balle de break contre lui, et avant le point, il se tourne vers Gilles, il fait, bon, de toute façon, je fais quoi là, je reste pareil et ça fait 4-4, ok, je fais ça, on est d'accord? Ce genre de truc, tu vois, et toi, t'es au bord du terrain et tu te dis, mais... Et Gilles te parle ou totalement Zéro, hermétique? non, jamais de la vie, t'es fou. Non, mais moi, je veux surtout pas... Là, déjà, tu sais pas où te mettre, et tu veux pas... Et moi, je voulais pas être là, quoi. Et en fait, tu te dis, t'es dans un niveau d'exigence où c'est entre lui et le joueur, et tu veux pas être là, quoi. Mais en même temps, c'est... Tu vois, pour moi, joueur de tennis et passionné, c'est à vivre, c'est ouf. Tu te rends compte de ce que c'est, cette intensité que les mecs mettent. Et ce qui est incroyable, et c'est là où Daniil est incroyable, par je ne sais quel miracle, et en vrai, Davidovich fait un match pas malin parce qu'il rate énormément, alors que Daniil était manifestement pas bien, tu vois. Daniil gagne le match. Il gagne le tournoi, il tape Sinner en finale. Et le mec enchaîne sur les 3 mois les plus fastes de sa carrière tennistique. Clairement. Il gagne Doha, Dubaï. donc il gagne Rotterdam, Doha, Dubaï. Finale à Indian Wells alors qu'il déteste les conditions là-bas. Il gagne à Miami. Il arrive sur terre. Il gagne à Rome, sur terre. Et il se retrouve, avoir fait 4 mois de mutant. Et le mec te dit, le cordage, c'est ouf, ça m'a vraiment aidé dans mon jeu, etc. Et pour la petite histoire, je le croise à Miami donc, pendant ce run-là. Et je vais le voir et je lui dis, putain, Daniil, pour Rotterdam, en vrai, tu m'as fait flipper et tout. Et il me dit, tu sais quoi, Mathieu? Le matin, j'ai failli revenir sur l'ancien cordage parce que je le sentais pas, le truc. Et là, tu te dis, il y en a un qui est noir, le cordage, l'autre qui est blanc. Donc s'il était rentré sur le court avec le cordage blanc, laisse tomber. J'étais la risée du truc, tu vois. Et ce qui est fou, tu vois, et c'est là où, à quel point ça se joue à des micro-détails. Et à quel point, quand même, le mec dans la tête, et c'est là où, quand tu discutes avec Gilles, il te dit, il utilise souvent cette phrase, et moi, je trouve ça hyper intéressant, son job, c'est de préparer la bête. Tu vois, bien sûr, il parle de tennis, ta position au retour, monter, être un peu plus agressif, jouer vers l'avant, etc. Mais la clé, c'est de conditionner le mec, le mettre bien dans ses pompes, bien dans sa tête, pour que sur le terrain, il soit bien, et qu'il puisse jouer à son meilleur niveau. Et c'est ça ce qui fait la différence entre un bon Daniil et un mauvais Daniil. C'est pas le tennis, quoi. C'est juste à quel point est-ce qu'il est bien dans sa tête, il a confiance en lui, tu vois, il se sent bien, ou à quel point potentiellement il doute un peu. Et c'est, tu vois, sur la vérité, je trouve, du haut niveau, c'est un constat qui en tout cas est assez, que je trouve hyper intéressant. À ce moment-là, Gilles et Daniil sont au bord de la rupture, je crois. Et Gilles me dit dans le vestiaire, je vais le chercher. En fait, Gilles, c'est un peu un chaman sur les bords. Il est très branché, énergie. Il va beaucoup plus loin que le seul body language et autres. Ça va du matin. Il va t'analyser la bête, comme tu l'appelles, sous toutes les coutures. Et il me dit, en fait, je suis allé provoquer une discussion qu'on n'avait pas eue depuis des semaines, voire des mois. Ça se joue à rien. On est sur le fil du rasoir. Ça peut sauter. Et j'arrive à retourner un peu dans ses boyaux, quoi, et à ressortir le Daniil qui est au bord de la rupture contre Davidovich et qui derrière envoie une série de dingue. Et ma question, c'est est-ce que du coup l'enchaînement et la success story / storytelling permet de faire vendre des dizaines de milliers de bobines ou pas forcément? Sur le cordage en particulier? Le Razorsoft. Sur le Razorsoft qui...
j'en profite du coup. Honnêtement, il y a un cordage qu'il faut, qu'il faut absolument essayer. 80% maintenant de notre team dans le top 100 joue avec ce cordage. D'accord. Donc on a vraiment eu un effet de mode, l'essayer, c'est l'adopter. Ça a été en vrai un super bon succès pour nous parce que Tennis Warehouse, par exemple, qui est un des plus gros sites internet en Europe, te dit que c'est le meilleur lancement de cordage qu'ils ont fait en 10 ans. Wow. Et en fait, le truc a super bien fonctionné parce que déjà le produit il est vraiment super bon, il est vraiment excellent, il a une signature particulière. Premier truc. Le deuxième truc, c'est bien sûr le fait que ça joué par Daniil et au fur et à mesure par les différents athlètes de notre team. Et on peut parler du cas Bublik juste derrière, mais qui est aussi hyper intéressant. Oh, j'ai hâte. Ça aide. Ouais. Et ensuite, c'est. Attends, qu'est-ce que je t'ai dit? Le produit est super bon, c'est joué par Les ambassadeurs. par des athlètes. Et ouais, on a fait le bon storytelling autour de ça. Et surtout, c'est un produit qui a vachement de sens par rapport à l'ADN de Technifibre. Donc c'est un polyester. Donc on va rentrer dans un truc un tout petit peu technique, tu m'arrêtes dès que c'est trop lourd. D'ailleurs, tu peux faire juste un petit crochet en disant que de base, Technifibre, le produit phare de Technifibre, c'est le cordage. Exactement. Donc on le porte dans notre nom. Donc Technifibre, la marque a été créée en 79. C'est un cas d'école typique d'une boîte et d'une marque qui est créée sur une innovation de rupture technologique. Donc avant, dans le cordage, il y avait soit du boyau naturel, soit du synthétique. Le boyau naturel avait des propriétés extraordinaires au jeu, mais très coûteux et très fragile, cassait super vite. Et en fait, le multifilament, c'est la technologie qui a été inventée par Thierry Messant, le fondateur de Technifibre, qui il faut tirer un énorme coup de chapeau pour le travail incroyable qu'il a fait pendant 40 ans Thierry, avec bravo. toutes les équipes. En fait, a créé une technologie de cordage qui a les mêmes performances ou très très proches au jeu de boyau naturel, mais avec un procédé industriel, donc beaucoup moins cher et beaucoup plus résistant. C'est comme ça que la marque a été créée. Donc pendant très très longtemps, on a été extrêmement fort et on est aujourd'hui le leader mondial sur ce segment du multifilament. Donc c'est des cordages, en fait, c'est 1500 filaments qui sont aussi épais qu'un cheveu, entortillés les uns sur les autres, avec un procédé de fabrication hyper particulier, qui donne un produit hyper confortable au jeu. Donc notamment si vous êtes jeune ou 4e, 3e série, de grâce, ne jouez pas en polyester, jouez plutôt en multifilament. C'est un produit qui est beaucoup plus adapté en général à ce profil de joueur, beaucoup moins douloureux pour le poignet et pour le coude, ça génère de la puissance un peu plus facilement, beaucoup plus confortable. Et donc là, ce produit-là, c'est un polyester, et en fait, ce qui a fait aussi son succès, c'est que c'est un polyester dans lequel on a réussi à glisser un petit peu de cet ADN multifilament, donc de la souplesse, du confort, de la puissance, sans rien enlever à la performance et à la précision du cordage. Donc tu as un peu le cordage ultime, précis, performant, et en même temps avec un toucher assez soft, avec une bonne élasticité, donc pas mal de puissance. Et c'est ce que te dit Daniil, en gros, quand j'ai les fesses dans la bâche et que je suis 6 mètres derrière pour retourner, j'ai gagné les 50 cm ou le mètre de longueur de balle. Et même Gilles Servara te dit, le seul truc qu'il fait, c'est envoyer des balles au panier à Daniil. Ouais. Il te dit, quand il a changé de cordage, je ressens que pour engager les balles, je gagne 50 cm, 1 mètre de longueur de balle. Et c'est incroyable parce que ça fait presque penser aux combinaisons de natation qu'il y avait eu à une époque où les mecs glissaient mieux dans l'eau. Ça, en l'occurrence, On a l'impression que c'est presque border quand on c'est parle. pas un cheat code à ce point-là, quand même pas, parce que les combinaisons, elles ont été homologuées, puis les mecs ont tellement fracassé les records du monde, il me semble qu'ils les ont interdites. Mais nous, en tout cas, sur le cordage, on est tout le temps en train de faire des recherches pour essayer de faire mieux. Et là, on a un produit, les résultats, Daniil, ses résultats parlent pour lui, même si bien sûr, c'est pas que le cordage, tu vois, c'est un ensemble. Je te dis aujourd'hui 80% de notre team de top players qui a switché sur ce cordage-là. Alexander Bublik, on va parler de comment est-ce qu'on l'a signé, mais ça c'est quand même énorme. Premier tournoi avec le cordage. Il gagne son premier ATP 500 ever à Halle. À Halle en Allemagne sur gazon, battant Roublev en finale, il me semble. Oui. Et du coup, pour son premier tournoi avec le cordage, donc tu as vraiment un truc où le truc est le bon mix. Moi, je joue avec, donc je suis toujours pas revenu à mon niveau d'avant. Mais t'as senti aussi. Mais ça m'aide. Ouais. Ouais, c'est surtout. J'ai jamais joué avec ça. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est plus, tu vois, le Razor Code qu'on a, c'est polyester traditionnel, comme il y a dans plein d'autres marques, assez rigide, assez dur. Donc très précis, tu vois. Quand tu sens bien la balle, ce truc-là, c'est génial. T'as l'impression que tu peux la foutre où tu veux. Mais c'est exigeant. Et en fin de troisième set, tu sens que tu perds un petit peu en longueur de balle. Le Razor Soft, un peu plus de puissance. Et surtout, moi, ce que je ressens, c'est dès que tu es un peu pris de vitesse, dès que tu es un peu moins bien placé, si tu as un cordage trop rigide et que tu décentres, terminé, badieu, t'en parles, c'est fini.
Et là, ce cordage, parce qu'il est un peu plus souple, un petit peu plus tolérant, ça amène justement cette tolérance qui fait que même quand tu décentres un tout petit peu, la balle part mieux. Et donc moi, ça me permet d'être beaucoup plus en confiance quand je veux m'engager alors que je suis un peu en galère. Donc ça m'aide. Dieu sait que tu es fort quand tu t'engages. Donc surtout, ne lâche Exactement, rien. putain, exactement. Avant de Exactement. basculer sur Bublik et d'autres, est-ce que le cordage reste votre produit phare? Est-ce que tu peux nous donner peut-être les pourcentages entre cordage, raquette, Ouais, aujourd'hui, paddle, surgrip, pour, produit qui a évolué d'ailleurs? pour faire très simple, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, il est réparti en gros entre, si je fais des trucs très 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 grosses mailles, un tir raquette, un tir balle, un tir cordage, en très très gros, Ok. tu vois, pour faire super simple. Le cordage reste un enjeu hyper important pour nous parce que déjà, c'est notre ADN, c'est de là d'où on vient, c'est qui on est et ça te permet d'avoir ce contact régulier avec le joueur, avec le magasin, parce que c'est du consommable, donc tu changes régulièrement, donc ça permet de maintenir une proximité avec les joueurs. L'énorme enjeu pour nous, c'est de devenir beaucoup plus fort sur la raquette. Donc c'est pour ça qu'on investit beaucoup sur nos top players. Avec Daniel, avec Iga, on a Talon Grigspur qui est dans les 30, Bublik qui est dans les 20, Eubanks qui est encore top 40, Daniel Collins qui vient de gagner Masters 1000 à Miami la semaine dernière. Donc on investit beaucoup pour montrer aussi qu'on a ce savoir-faire qui est hyper fort sur la raquette. Donc le vrai enjeu pour nous en termes de développement commercial, il est à ce niveau-là. Donc acheter des T-Fight, c'est la raquette clé. Calme-toi. Après, je peux te dire, j'en tombe à la renverse. Vous positionnez comment sur le cordage par rapport. Est-ce que. Alors, tu vas pas me dire telle marque est première, nous deuxième, troisième, mais. En gros, pour la tu dirais faire que simple, on est, je ça se dirais, joue comment? au niveau mondial, on est donc. C'est un marché sur lequel c'est difficile d'avoir toujours les bonnes infos, etc. Mais globalement, si je devais faire un truc, tirer un gros trait un peu grossier au niveau mondial, on doit être, je pense, numéro 1 sur le multifilament, je pense. Sur le monofilament, donc le polyester, je pense qu'on est moins bien classé que ça. On doit être 3, encore une fois, au niveau mondial. Et ça aussi, c'est un vrai relais de croissance. En fait, pendant de très nombreuses années, parce que c'était l'ADN et vraiment le savoir-faire spécifique de la marque, on a beaucoup poussé sur le multi. Et forcément, tu es obligé de prioriser, de faire des choix, donc un petit peu délaisser le monofilament. Et donc aussi le lancement du Razor Soft, c'était dans cette logique-là, de reprendre la parole sur le monofilament, parce qu'en fait, tous nos cordages sont made in France, donc faits dans une usine à Lille. Et en fait, le savoir-faire qu'on a sur le monofilament, c'est exactement le même que sur le multi. Donc nos produits sont aussi bons, on a une aussi bonne maîtrise de notre supply, des matières premières, de la qualité des produits qu'on fait. Et juste, on ne le faisait pas suffisamment savoir. Et donc là, depuis quelques temps, on investit un petit peu plus sur le faire savoir, sur ce qu'on fait en polyester. Et donc aussi, l'intégralité des joueurs que j'ai cités là jouent avec nos cordages. Donc Daniel en Razor Soft, Eubanks en Razor Soft, Grigspur, Iga en Razor Code. Enfin, donc nos joueurs aussi jouent avec nos polyesters. Et c'est important pour nous que les gens le sachent pour qu'on ne soit pas uniquement la marque du multi. D'ailleurs, votre cordeur star sur le circuit, Stéphane Charnowski, bien sûr. me disait que d'autres marques faisaient fabriquer le polyester dans vos usines, dans les usines qui fabriquent le cordage technique. Alors, nous, C'est on bien a ça notre usine à Lille. Ouais. Et il se trouve qu'effectivement, on fabrique le multifilament Ah, c'est multifilament, d'une ouais. autre grosse marque de tennis. Ouais. Qui est quand même gage de qualité, si les gars. Bien sûr, chez vous. et c'est pour nous, c'est un des arguments les plus importants. C'est effectivement une très grosse marque de tennis se source chez nous pour son multifilament numéro 1. Et ouais, ça en dit long effectivement sur la maîtrise technique, technologique que je me disais dans les process, dans la supply qu'on a sur cette catégorie de produits. Les mecs sont basés à Lille, donc régulièrement, moi je fais des sessions de travail chez eux pour travailler sur la R&D, sur les nouveaux produits. Ils nous ont beaucoup aidé sur la R&D pour ce Razor Soft. Recherche et développement. Ouais, exactement, recherche et développement. Ils sont aussi actifs sur d'autres sports, mais donc ouais, pour nous c'est une aide énorme d'avoir cette usine aussi proche de nous. Et ça nous donne, je pense, un vrai avantage concurrentiel sur cette catégorie. Et le Made in France, fabriqué en France, ça a évidemment une super cote. Ouais. Mais ça doit vous coûter 10 fois plus cher que de faire en Chine, par exemple. Après, quand tu ajoutes les coûts de transport, il faudrait faire le calcul. Pour être très honnête, on n'a à date pas du tout regardé cette hypothèse-là. Enfin, on n'a pas étudié le truc. Potentiellement, on pourrait peut-être faire des gains économiques à la marge, mais le savoir-faire en multi, il est tellement spécifique qu'on ne l'aurait pas ailleurs, petit 1. D'accord. Et petit 2, comme je te dis, la proximité avec l'usine,
dans le travail de recherche et développement, dans le travail de compréhension des matériaux, dans le travail de développement de nouveaux produits, dans la connaissance qu'on a, dans l'expertise qu'on gagne à travailler, à pouvoir être. Tu vois, moi, demain, si je veux, je peux être sur la chaîne de production, aller faire des tests avec du nouveau polyester, des nouvelles couleurs, etc. On peut le faire directement. Cette agilité-là, cette proximité qu'on a avec le produit, à nos yeux, elle n'a pas de prix. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a cette expertise hyper forte sur le cordage. Et nos positions sur le marché montrent que ça vaut plutôt le coup, quoi. Magnifique. Allez, petit break les légendes, on vous emmène faire un rapide tour du proprio des bureaux Technifibre et ensuite on reprend l'épisode. Donc la pièce de vie principale, là on prend nos repas, là on regarde les matchs. Dès que ça joue ici, tous les tournois sont diffusés sur la pause déj. Donc là tu as l'équipe communication, événements, marketing. Donc c'est les personnes qui s'assurent qu'on parle de nos produits, de la marque, de nos athlètes, des événements dont on est partenaire. On en parle de cette ambiance boîte de nuit là. Ouais. C'est quoi le thème? Et écoute, quand on a refait les travaux, on savait pas trop quoi faire de ce couloir qui est un peu sombre. Et on s'est dit, on va transformer le côté sombre du couloir en une opportunité. Notre raquette puissante dans la gamme. Et en fait, quand on a fait une campagne de communication sur cette raquette, on a travaillé sur une ambiance justement dans le noir avec le jaune et on trouvait ça cool et on s'est dit quitte à avoir un couloir sombre, autant en faire un truc un peu fun. Peut-être un des bureaux les plus importants de la société, le bureau du sport marketing. Donc c'est là que se négocient les contrats des athlètes. Tous les calls avec les agents, tous les trucs se font ici. Ensuite tu as ici le département service commercial qui sont au contact tous les jours des clients magasins sur le terrain. Et ici, un des cœurs du réacteur, qui est le département produit. Et donc c'est ici que sont pensés, développés, engineerés, développés tous les produits de la marque. Donc on est actif sur 3 sports, tennis, squash, paddle, et donc sur toutes les catégories de produits. Machine accordée, donc c'est ici que sont développées toutes les raquettes qui sortent ensuite sur le marché. Bon, j'espère que la visite guidée vous a plu, installez-vous confortablement et on y retourne. Alexander Bublik, un des rares, on va dire, qui a une cote qui fait parler, qui peut remplir un stade. Carrément, ouais. Du coup, ambassadeur atypique et qui fait du bien. Ouais, La carrément. fraîcheur. Exactement. Il était chez qui avant de Il était, quand on l'a signé, donc c'était il y a 1 an, quasiment tout pile en avril 23, il était chez Yonex. Ouais. Et je me souviens au moment où le dossier est arrivé sur ma table, je le connaissais bien sûr, enfin je l'avais jamais rencontré, mais tu connais le personnage, il avait quand même fait quelques gros résultats. Tu sais que c'est un mec sur un match qui peut tout casser, donc bien sûr je connaissais le gars. Il restait, il me semble, sur 13 firsts consécutifs. Wow. Donc le mec était comme qui propice. dirait ouais, au fond du trou. Et c'est T'as dit quoi? Alexander, Ouais. Mais du coup, bon choix d'avoir switché. Ouais. Et donc Miami Open, et j'étais à Miami à ce moment-là, et par hasard, je vois son premier tour sur JJ Wolf, je me souviens. Et il prend 3-3, donc c'était son 13e first consécutif. Wow. Et le soir, je reçois un texto de Mathieu qui me dit putain, Bublik apparemment est en black frame, est-ce que tu as vu ça, etc. Je dis bah non, ce matin j'ai vu son match, il était Black en frame, Yonex. donc raquette maquillée tout Raquette en noir. noire, exactement. Parce que, à savoir, quand tu es en contrat avec une marque, tu peux pas du jour au lendemain jouer avec une raquette de la concurrence. Il faut, si jamais tu veux faire ça, il faut peindre la raquette en noir, sans logo, parce que sinon la marque te paye alors que tu joues avec la raquette d'un autre. Donc tant que tu n'as pas résolu tes problèmes de contrat, tu es obligé de jouer en black frame. Typiquement, un mec comme Roublev, quand il est passé de je sais plus quelle marque à Ed, il a fait ça il a fait 1 an et demi de black frame pour pouvoir, le temps que son contrat avec sa marque précédente s'arrête, Arrive à terme. ou qu'il le ferme, pour pouvoir ensuite arriver avec la bonne couleur, le logo, etc. Et donc là, Donc Sacha Bublik, était en donc il fait fin de first. contrat. Non, je pense qu'il était en contrat normal, mais au fond du trou, tu vois. D'accord. Et à un moment donné, le mec 13 first, putain, se pose des questions et veut changer quelque chose, quoi. Donc il fait first le matin avec sa Yonex. Le soir, apparemment, il y a une photo qui fuite de lui avec son black frame. J'ai jamais su quelle raquette c'était, mais c'était pas la nôtre en tout cas. Il va à Monaco, toujours avec son... Attends, que je te mette les choses dans l'ordre. Il va à Monaco avec toujours son black frame de cette même marque que je connais pas. Fait first, ou je sais même pas s'il se qualifie, mais en tout cas... Et il va sur le stand de cordage, donc on est cordeur officiel du Miami Open, mais aussi de Monte Carlo, donc la semaine prochaine, qui est un Masters 1000. Il parle avec nos cordeurs, et en gros, il dit... je suis au fond du trou, il faut que vous m'aidiez, trouvez-moi quelque chose, quoi. Donc un cordage, une raquette, j'en sais rien, il faut que vous m'aidiez, quoi. C'est du pain béni ça pour les cordeurs. Stéphane Tchernowski, que tu connais, encore une fois qu'on salue et qu'on remercie, parce que c'est lui qu'il faut remercier, il lui dit bah écoute, t'es fight, vas-y mon ami, c'est la raquette de Daniel, Diga, etc.
Je pense que ça peut le faire, 18 montants, pour toi ça va le faire, etc. Je te la prête. Razor Code. Tu peux t'entraîner. Pour moi. Razor Code, tu peux t'entraîner avec. Razor Code à l'époque, pas Razor Soft. Ouais. Razor Code, tu peux t'entraîner avec, tu fais ton truc. Mec, il s'entraîne avec, je sais pas, 48 heures. Bublik, important, habite à Monaco. Donc il fait la semaine à Monaco, en parallèle du tournoi, il s'entraîne. Et fin de la semaine, il va voir Stéphane Tchernowski, il appelle Mathieu Pogam, il dit Guys, je kiffe votre raquette, j'ai Barcelone après-demain, je veux jouer avec. Ah ouais. Donc là, il y a un problème qui se pose, c'est que le mec, pour faire un tournoi, il a besoin de minimum 3 ou 4 raquettes, et que elles sont blanches, elles sont magnifiques, mais elles sont blanches, et le mec, il a besoin de jouer en black frame. Donc là, en 48 heures, il faut pouvoir préparer, les customiser, et peindre en noir 4 raquettes pour que le mec puisse jouer à Barcelone 2 jours après. À l'auditeur, on part en Autriche. Donc, ce soir. exactement. Donc là, catastrophe totale. Il se trouve qu'on n'a même pas eu le temps de faire avec l'éditeur. On a envoyé en crash à un client en Espagne qui a été extraordinaire, qui nous a aidés, qui a un mec qui prépare des raquettes pour des clients, qui a fait le truc un peu à l'arrache, peint les raquettes en noir. Et donc, Bublik va à Barcelone faire son premier tour contre, je me souviens, et du coup, j'ai regardé le match contre Ruchivori. Et il prend un magnifique 2-1, je pense, en une petite cinquantaine de minutes. Donc tu te dis, ok, allez, sujet suivant, merci, bonsoir. Et lunaire, le mec nous envoie un texto, guys, je la sens grave, j'adore la raquette, je continue avec. Quoi. Alors qu'il venait de prendre 2-1. Ouais. Encourageant. Étonnant, tu vois. Et donc, nous, vas-y, on est preneurs, de toute façon, ça engage à rien, quoi, donc joue avec la raquette. Il va à Madrid, il gagne un match. Je me demande s'il gagne même pas 2 matchs. Il fait 3-7, il perd 7-6 au 3e sur Rune. Donc tu dis, ah, pas loin. Il va à Rome, il gagne 1 ou 2 matchs, 7-6 au 3e sur Rude, qui est quand même pas le dernier sur Terre. Ouais. Et tu te dis, putain, hyper intéressant. En 2 semaines, à ce moment-là, le profil du mec est hyper intéressant, comme tu dis, hyper atypique, il fait se lever les stades. Il arrive à closer son contrat avec la marque d'avant, avec Yonex. On le signe, officialisé début Roland Garros. Et donc il arrive à Roland Garros avec sa T-Fight, couleur normale, cordage, logo. Je sais plus exactement ce qu'il fait à Roland, je sais pas s'il fait first, enfin il va pas très loin. Et ensuite, on lui dit écoute Alex, raquette parfait, cordage sur le Razor Code, on pense que tu peux faire un petit peu mieux, notamment avec ton jeu en toucher, etc. Un cordage un peu plus souple, un petit peu plus d'élasticité, ça pourrait t'aider. Essaye le Razor Code, on sait jamais. Razor Soft, pardon, merci beaucoup. Essaye le Razor Soft, on sait jamais. Mec essaye, adore. Ils sont potes avec Daniel. Donc je pense que Daniel a dû faire aussi un petit peu de lobbying en parallèle en disant t'inquiète et confiance, le truc est cool. Premier tournoi à Le, ATP 500. Et le mec gagne son premier ATP 500 de sa carrière. Semaine de ouf en jouant l'acier. Et depuis qu'il nous a rejoint, et ça qui est assez incroyable, ce qu'on dit en rigolant, c'est il a gagné un tournoi en 27 ans. Parce qu'il a 27 ans le mec. Et 6 mois après nous avoir rejoint, il en avait gagné 3 autres. Wow. Donc depuis qu'il nous a rejoint, il a gagné Halle qui est un 500. Et il a gagné 2 250. Anvers en octobre et là Montpellier en février. Il a atteint son best ranking, donc là il est 17e mondial. Quand on l'a signé, il était donc 40 ou 50 et son best ranking c'était 30 je crois. Et donc ce qui est hyper intéressant pour lui, c'est on est en plein dans la mission de la marque qui est de unlock every player potential, donc de développer le potentiel de chaque joueur avec les bons produits, avec le bon matériel, avec des produits performants et élégants. Et du coup le Alex il est comme Iga, comme Daniel, mais vraiment en plein dans cette... Enfin, c'est un exemple vivant de ce truc-là, donc C'est beau. hyper intéressant et incroyable aussi de voir, parce que bien sûr le matériel ça joue, mais à un moment donné juste le mec reprend confiance et du coup se met à beaucoup mieux jouer et c'est le matériel qui a initié ce switch et depuis le mec est full speed et donc là il est bien installé dans les 20 et c'est un plaisir de le voir jouer. Le mec fait des trucs avec la balle que t'as jamais vu et c'est vraiment c'est ouf. C'est une chance pour nous d'avoir un mec comme ça. C'était très cool les contenus All on the Table de l'UTS où ils sont quelques joueurs autour de la table et ils balancent. Et là, tu te rends compte un peu de sa personnalité à notre ami Sacha. Et il est drôle, il est assez brillant comme mec. Il est smart. Et c'est pas le dernier sur le sens du business. Tu sens qu'il regarde les fact sheets de savoir combien il y a de prize pour aller faire les bons tournois au bon moment. Est-ce qu'avec vous, ça a été une vraie guerre, entre guillemets, la négo pour trouver un terrain d'entente? Honnêtement, il a négocié comme jamais. Franchement, j'en garde un souvenir hyper simple.
Déjà parce que il a un agent, donc tu discutes jamais en direct avec le joueur Ça peut, certains joueurs ces viennent choses-là. avec l'agent et disent à l'agent de se taire. Ah ouais, en tout cas, moi, j'ai jamais été dans cette situation-là. Et il se trouve que l'agent est super bon, on s'entend hyper bien avec lui, il travaille très bien, Ouais. Corrado. Et en fait, on savait à peu près quel était le montant qu'avait Yonex, on était capable de mettre le même. Donc on s'est pas posé 50 questions, le mec était dispo, ça se passait super bien. Fallait pas forcément surenchérir. Il n'y avait pas besoin de surenchérir. Encore une fois, on avait la raquette. Le mec commençait à bien jouer, tu vois. Rome, à Madrid, il joue bien. Tu es sur un trend qui est positif. Le gars aussi, il sait que c'est dans son intérêt de signer un contrat. Donc ça n'a pas été très. Enfin, j'en ai un souvenir, honnêtement, hyper smooth, quoi. Nice, Razorsoft. Razorsoft, exactement. Super. Donc ça, ouais. Et aussi sur les contrats, tu vois, sur les contrats raquettes, les mecs ont aussi en tête que t'as pas forcément intérêt à négocier comme un malade sur la partie financière. La clé, c'est d'avoir la bonne raquette. Ouais. Parce que c'est la bonne raquette qui fait que tu performes, que du coup, bah, tu as ton prize money qui augmente. Et parce que tu performes et que tu es visible et que tu as un bon classement, tu peux aller récupérer d'autres sponsors. Ouais. Donc la partie financière sur la partie raquette, elle est toujours, elle est à mon avis traitée différemment que sur le textile ou d'autres contrats. Et donc on en parlait tout à l'heure, le plus bel exemple qu'on a, le contre-exemple de ce truc-là, c'est Fernando Verdasco. Donc le rôle du matériel et à quel point ça peut avoir un impact sur ta carrière. Donc, flashback, donc là, j'étais pas du tout dans la, Alors attends, juste dans avant de la, parler dans la marque. de Fernando, Ouais, tu as dit que tu avais le WhatsApp de Danil. ouais, Il te répond quand tu lui envoies un petit message? c'est ça qui est extraordinaire. Donc, je m'empêche, tu vois, de lui écrire parce que je veux pas le faire chier, le gars. Ouais, je dois lui écrire, tu vois, soit quand il fait une top performance, soit quand il a une défaite horrible. Ah, t'écris quand même sur les défaites difficiles, un petit mot de soutien. Ouais, ouais, Je suis là, Danil. non, mais Pleure juste, pas, Danil. non, mais ça m'est arrivé, je sais pas, je dirais, je fais super gaffe, tu vois, je laisse Matt dans mon équipe gérer la relation avec lui, c'est son boulot et je veux pas du tout interférer. Mais je sais pas, je dois lui envoyer 2-3 WhatsApp par an. Ouais, Et ça qui est fou, c'est qu'en ouais, en 2 heures, il te répond, quoi. Et incroyable. toujours sympa, donc il répond pas par écrit en général, il met des voice. Mais ouais, toujours sympa, salut Mathieu, trop cool, merci pour ton message, Ah, c'est j'espère cool. qu'on se revoit vite. Et Sacha, ça dit quoi? Bublik, je le connais pas personnellement, Moins. j'ai pas encore eu cette relation avec lui. J'ai écrit de temps en temps, je discute avec Talon Griekspoor. Ouais, J'aime beaucoup, enfin, il a un parcours incroyable, sort de nulle part, il a gagné, il était 200e mondial, d'un coup il gagne 7 challengers de suite, et maintenant il est installé dans les 30. Enfin, pareil en termes de trajectoire de joueur, donc c'est des trucs, moi je prends un plaisir incroyable à suivre ces mecs-là, il est cool, Talon? aller les voir sur les tournois, il est trop sympa, Ok. hyper sympa. Physiquement, c'est une armoire, c'est incroyable comment le mec est stock, c'est fou, il a des mains. Je sais pas, il joue grip 5 ou 6, grip cuir plus 3 sur grip, c'est n'importe quoi. Il a des paluches. Quand il te serre la main, t'as l'impression qu'il va te péter le coude. Mais. Attends, j'ai triple tendinite. Ah ouais, vraiment. Mais le mec est ouais, vraiment adorable. Et c'est ce qui est incroyable aussi dans cette aventure, c'est que tu vois, pour moi, fan de tennis, tu suis ces mecs-là, donc tu suis Dani, les gars, c'est des paillettes et c'est génial. Et t'as plein d'histoires parallèles, de trucs qui sont potentiellement un peu moins connus du grand public, encore que le mec est 30 mondial, donc c'est incroyable. Ouais, mais pas très médiatique. Pas hyper Je médiatisé. regardais à Rotterdam parce qu'on a vu un match Il contre fait 2000, tu vois. Musetti, Ouais, où il sauve balle de match au premier tour, il me semble. incroyable. Mais ça, moi, Et en tant que marque, tu vibres sur des matchs comme ça, c'est incroyable, quoi. Talon Griekspoor, 30e joueur mondial, 18 000 abonnés, je crois, sur Insta. Ouais, ouais, C'est là où il est tu pas. dis, mais c'est pas normal. Ouais, je pense que sur ça, à mon avis, c'est pas un truc sur lequel lui, là, il souhaite investir ou c'est pas son truc. Sa personnalité aussi. Ouais, ça, sa personnalité. Mais pourtant, quand tu lui parles, vraiment sympa, chaleureux, bon délire, quoi. Le mec est marrant, tu vois. Il est coaché par Christophe Vliegen, qui est, pareil, que je connais pas personnellement, mais qui est un personnage, tu vois. Donc, si les deux, ils sont ensemble, c'est qu'il doit avoir un petit grain de folie aussi, le joueur. Ouais. Donc ouais, non, c'est des mecs qui sont passionnants à suivre et qui, pareil, tu vois, dans cette logique de marque de Unlock et Replayers Potential, des mecs comme ça, qui sortent un peu de nulle part et qui arrivent top 30 avec le matos, c'est extraordinaire. Et pareil, lui, jouer en Black Code avant, passer en Razor Code en jauge 1.20, un truc très fin. Et c'est à ce moment-là qu'il a vraiment décollé, qu'il a gagné son premier 250 à Puneux en janvier 23. Et maintenant, il te dit, c'est le cordage qui a changé ma vie, c'est incroyable, tu vois. Et C'est donc, fou. toi, en tant que marque, quand tu es en face de ça et que tu entends ça, putain, du coup, à suivre au quotidien, c'est fou, quoi. Donc, c'est des trucs, en tant que fan de tennis, c'est des trucs à vivre, c'est assez ouf, ouais. Et donc, avant de parler de notre copain Fernando, Bublik, début d'année, qui lui, à l'opposé de Talon, fait
fois 4 ou 5 sur les réseaux sociaux, Ouais. avec son début d'année monstrueux, ses trickshots à l'autre bout du Ouais. monde qui ont Oui. été viraux les uns après les Ouais. autres. C'est quoi, est-ce qu'il y a des répercussions, des vraies répercussions pour la marque derrière l'équipementier Racket en l'occurrence? C'est hyper dur de mesurer l'impact réel que tu obtiens, tu vois, sur tes ventes, par exemple, Ouais. via l'exposition ou non de tes top players. Il y a une courbe en général qui est quand même assez intéressante, c'est que tu regardes la courbe du chiffre d'affaires de la boîte et la courbe du ranking, par exemple, de Danil entre 2019 et 2023, et c'est strictement parallèle, donc c'est quand Wow. même, c'est pas que ça, mais Ça joue. mais ça participe. Ce qui est sûr, c'est qu'un mec comme, enfin, tu vois, nous, notre objectif avec la marque, c'est d'être le plus visible possible, le plus crédible possible au plus haut niveau. Et c'est vrai qu'un mec comme Bublik, qui est fantasque, mais top 20, c'est le sweet spot ultime parce que bah, il te rend super visible, mais en même temps, d'un point de vue performance, il est super crédible. Le jour où ce mec-là devient 80 mondial, qui fait des services à la cuillère, mais qui fait first sur des 250, ça fera un peu moins lever les foulées. Donc, ce qui est incroyable avec Bublik, c'est qu'il arrive il a ce sweet spot énorme Ouais. d'un mec fantasque, mais qui, en termes de résultats, délivre. Donc, c'est le truc parfait, comme a pu être Kyrgios à une époque, quand il était vraiment bien luné. Mec qui joue top 15 et qui est un peu taré, bah, c'est le truc parfait, quoi. C'est le rêve. Ouais. Fernando Verdasco, un choix douteux de Racket pour des raisons économiques évidentes. Est-ce Exactement. que tu peux nous en parler, même si tu étais. J'étais pas là, mais j'ai non fait- plus. j'ai Mais fait- la POG. Exactement, la POC, j'ai Sniper. fait mon travail d'exhumation des archives. Mathieu Pogam, juste, Mathieu Pogam, qui est sur tous les grands chelems depuis Ouais. 25 ans et bien d'autres tournois. 25 ans, Exactement. je me suis peut-être un peu emballé. pas loin, je pense qu'il gère en fait donc le département sports marketing chez nous, la détection des joueurs, notamment sur le tennis. Donc c'est lui qui gère la relation au quotidien avec tous les athlètes, que ce soit de Daniil Medvedev, numéro 1 mondial, à un petit U12 danois qu'on signe et qui est, dans le potentiel duquel on croit. Donc il gère la relation avec tous ces joueurs-là. Donc il a lui aussi une quantité d'anecdotes assez incroyables sur Avec le tour. son collègue Avec son collègue Olivier Rizzo, Olivier Rizzo. qui sont les deux La bise à vous deux, les gars. qui font la paire et qui ont honnêtement, moi, à leur contact, j'ai énormément appris sur la manière de comment est-ce que tu lis un athlète, comment tu regardes un match de tennis, ce que tu regardes pas, comment tu identifies ou non le potentiel d'un gars. Donc le tennis, les axes de progression, la partie mentale, l'encadrement des joueurs autour d'eux, c'est des trucs. Avant, je regardais un match de tennis comme ça et maintenant, tu beaucoup plus affûté sur de la détection, sur ce qu'il faut regarder, sur les critères qui sont vraiment importants. Donc, ouais, ils m'ont beaucoup appris sur cette partie-là. Donc, c'est top aussi de bosser avec des gens où tu apprends des trucs, quoi. Donc, c'est cool. L'entourage joue énormément. On dit regarder un peu les parents, la structure familiale. Sur les jeunes, pour moi, il y a deux trucs maintenant, avec le recul que moi, en tout cas, je regarde. C'est il te faut des mecs forts, bien sûr. Pas besoin que ça soit top 3 ou top 5 de sa catégorie d'âge. En général, quand tu es dans les 10-15 meilleurs, c'est que le potentiel, il est là. Donc, tu as quand même le niveau plancher à avoir. Mais il faut des mecs forts avec des axes de progression évidents et importants. Donc, typiquement, un mec de 16-17 ans qui est déjà... Tu vois, en fait, tu as une grosse disparité à cet âge-là de développement physique. Donc, un mec de 16-17 ans, numéro 1 mondial junior, mais qui est déjà un homme, parce que physiquement, tu vois, déjà hyper fait, musculairement hyper fort, etc. Prismic, exemple typique, tu vois, on l'a eu à un moment donné dans le viseur, donc peut-être qu'on s'est gouré, mais on l'a vu il y a 2 ans à Roland-Garros Junior. Vous avez vu ses cuisses surtout. Putain, le quadriceps du man à 16 ans, c'est indécent, mais tu te dis, alors même que physiquement, il a une marge monstrueuse sur tout le monde, il n'est pas monstrueusement plus fort, tu vois. Il était un peu plus fort, mais donc typiquement, peut-être qu'on se gourre, tu vois, et pour l'instant, il joue très bien, etc. Mais c'est le genre de mec où nous, à l'instant, on se dit, bah, on va plutôt aller vers des profils différents. Donc des mecs forts, mais qui ont des axes d'amélioration évidents. Typiquement, un mec qu'on a et qu'on suit et en lequel on croit beaucoup, c'est un jeune Belge qui s'appelle Alexander Bloks, qui est là, doit être 200e mondial, qui est là le même année d'âge que Prismic, 2005. Ils se sont joués à Roland Junior il y a 2 ans. Et Matt me disait, moi, il était déjà en contrat Alex chez nous. Il dit, moi, je crois plus en ce mec-là parce qu'en fait, ils étaient proches. Sauf que Bloks, il va faire 2 mètres. Donc, il était comme ça, le mec, tout, tu vois, hyper frêle. Chétif, tu sens que dès que c'est en bout de course, bah, les appuis, ça tient pas. Physiquement, tu sens que progressivement, il se fait poncer. Mais niveau tennistique, très proche. Alors même que l'axe d'amélioration, il est
Il est béant, il est gigantesque. Tu vois le truc, tu te dis, ce même mec-là, tu lui mets les quadriceps de l'autre, bah, ils font pas le même sport, tu vois. Donc, tu as ce truc-là de chercher des mecs forts, mais avec des axes d'amélioration énormes. Et tu vois, un mec, on en a eu un mec comme Debru, par exemple, qui était chez nous, hyper fort, Gann Roland Junior. Et pareil, physiquement, il va encore se développer. En coup droit, il peut faire mieux. C'est un gars, s'il arrive à mettre le truc bien en place, ça va être hyper fort, tu vois. Et Alors, ensuite, avant de pas. Ouais, vas-y. donc tu as la partie fort, mais avec un axe d'amélioration évident. Et évidemment, l'entourage, la capacité à structurer un projet autour de Ouais. soi, les bons entraîneurs, avoir de la stabilité. Parce que, bah, tu vois, c'est tellement difficile, ça engage tellement, c'est ta vie, il faut faire que ça. Et c'est le moindre truc quand t'es pas bien dans ta tête. Tu peux pas être bien dans ta tête sur le cours si t'es pas bien dans ta tête à côté. Donc tout ça est un ensemble complet. Donc on recherche aussi. Et moi, je te dis, c'est ce qu'on, quand je regarde des petits jeunes qu'on a dans l'équipe, t'as les mecs qui ont la lumière dans les yeux, tu vois, qui ont faim et tu sens que c'est cadré, que c'est mature. Et ceux-là, ils sont hyper intéressants. Une petite anecdote que j'ai, on a le numéro 1 américain 15 ans qui s'appelle Sébastien Bielen. Et on a fait il y a 2 ans une session d'entraînement, donc il avait 13 ans. J'ai fait des gammes avec lui, etc. Et au moment de. Donc hyper sympa, enfin tu vois, une super bonne tête, hyper souriant, hyper poli, etc. Et on fait des gammes, et à un moment donné, il vient me voir, il me fait maintenant on compte les points, et son regard mais Ouais. transforme, tu vois. Et Regard t'as un, noir. t'as un gamin de 13 ans, hyper sympa, hyper souriant, qui d'un coup il fait Let's count points now. Et le mec, t'as ses yeux qui changent, et je me dis, toi, ça j'aime, tu vois, j'achète quoi. Parce qu'en fait, tu sens que le gars dans la tronche, et c'est en place et que c'est mature et qu'il sait où il veut aller. Ouais. Et ensuite, tu sais que le père fait hyper attention à le protéger, bien l'éduquer, etc. Donc, c'est des choses qu'on regarde évidemment, quoi. Promis, avant de passer à Fernando, mais tu m'as tendu une petite perche où on a cité quelques joueurs qui sont passés d'un équipementier à chez vous, Ouais. notamment sur les raquettes. Un Gabriel Debru qui a fait l'inverse, qui est passé de Ouais. chez vous à la concurrence. Comment Ouais. vous l'avez vécu en interne sur un gars si prometteur qui s'est envoyé Roland Junior l'année d'avant, quoi? T'as tout dit, c'est dur. Ouais, Ouais, c'est dur. Bah, le mec est. Après, il a fait qu'un an chez nous. Il était dans une autre marque avant, on l'a signé. Il a super bien joué avec nous. Bah, il gagne Roland Junior. On a mis en place tout le dispositif qu'on met habituellement, toute la proximité avec lui, avec ses parents, raquette préparée par éditeur évidemment. Donc c'est à partir du moment où tu rentres dans le team international, on fait aucune différence de traitement entre un David Medvedev et lui. Après, j'ai pas eu on avait fait une offre qui était plutôt hyper compétitive, je pense. Peut-être qu'il cherchait un truc particulier sur la raquette. Après, tu vois, il y a aussi un truc, tu testes une autre raquette, c'est un truc que tu peux pas expliquer, tu as le feeling, il se sent mieux avec. Et donc, nous, on n'a rien d'autre à dire ou à faire que de lui souhaiter tout le meilleur pour la suite. Et on espère vraiment qu'il va aller le plus loin possible, quoi. Donc voilà. beau gosse. Ouais, de toute façon, t'as pas beaucoup d'autres scénarios. Et après, ce que me dit souvent Matt Pogam, et dans l'histoire de la marque, c'est des trucs qui se vérifient. Ça va, ça vient. Le truc, c'est que nous, on fait, et c'est ce que je lui dis aussi souvent, c'est on fait le mieux qu'on peut. On délivre le service parfait. On est présent dans la proximité. On donne le niveau de servicing best du best. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, le mec, il nous a en tête, il nous connaît, il sait comment on travaille. Il a des potes, il a des coachs. Et en fait, c'est aussi quelque chose qu'on voit là, nous, qui nous aide beaucoup à signer des joueurs. Les joueurs commencent à voir via Danil, via Iga, via Bublik, via Grixpour, via Collins, tout le travail qu'on fait, le niveau de proximité, le niveau de professionnalisme, l'intensité qu'on met au service de ces athlètes-là pour leur donner le meilleur service. Donc, bah, tu vois, les joueurs se parlent dans les Players Lounge, les agents se parlent, les coachs se parlent. Et donc, progressivement aussi, on plante des petites banderilles, on plante des graines. Et si ça ne paye pas en année N, rien ne te dit qu'en année N plus 1, N plus 2, N plus 10, bah, en fait, la graine que tu as plantée 10 ans plus tôt, tu la récoltes plus tard. Donc c'est vraiment un travail de fond. Et on parlait au début de comment est-ce qu'on a arrivé à avoir 4 numéros 1 mondiaux. Il faut vraiment, et pour le coup, moi, j'étais pas là, donc je ne suis pas du tout responsable, mais tirer un coup de chapeau extraordinaire aux gens qui ont construit la marque pendant 45 ans. Parce qu'en fait, tu vois, on parlait de Thierry Messant, le fondateur, Pierre Bessa, qui a été le directeur marketing de la boîte pendant 25 ans. C'est des gens qui ont construit le business de rien, qui ont construit la marque. Et donc, moi, je suis arrivé au meilleur moment, au moment où la marque a vraiment décollé. Tu as tous les athlètes. Et donc, c'est énorme à vivre et c'est génial. Mais il ne faut pas oublier que c'est super chouette et c'est génial, mais c'est le résultat de 45 ans de travail au quotidien, proximité, sur le court, avec les coachs, avec les joueurs.
Et en fait, ce n'est que le fruit de ce travail-là, quoi. Et c'est pas gratuit. Ça vient de toute la sueur, de tout le labeur qui a été mis en place par tous les gens de la marque. Et en tout cas, moi, dans le job que j'ai, c'est une source permanente d'humilité de te dire que tu es juste là pour essayer de ne pas péter le boulot de ouf qui a été fait pendant 45 ans. Ouais. Et donc, c'est hyper excitant, une vraie responsabilité de temps en temps. Tu ne veux pas faire de conneries, quoi. Donc ça, c'est juste un truc qui transpire, je trouve, dans les valeurs de la marque, dans des gens ici. Tu vois, il y a des gens qui sont là depuis hyper longtemps. Et il y a cette fidélité à la marque qui est assez incroyable. Et en tant que, tu vois, de venir bosser dans cette ambiance-là, c'est une vraie chance, c'est un énorme privilège, quoi. Solide, les gars. Hésité. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Donc, Bon, Fernando. Le Fernand, putain. Très clairement, une décision douteuse. Bon, il est parti chez la concurrence aussi. Est-ce que tu peux nous balancer des montants ou pas? Parce que ça avait l'air- ça Il avait est parti l'air non pas chez pharaonique. la concurrence, il est parti chez les concurrences. Le mec a fait toutes les marques du marché, donc tout le monde connaît Verdasco pour. Et moi, c'est comme ça aussi que tu vois Son côté poétique. que tu connais avec la balle. marque. Ouais, son côté très très poétique avec la marque, La balle. avec la balle. Ouais. La demi-finale d'anthologie qui fait à l'Open d'Australie contre Nadal en 2009. C'est fabuleux, ouais. Je pense 7-14, que je crois, au cinquième. régulièrement, enfin en tout cas moi tous les 6 mois je pense, je me refais les highlights. D'ailleurs c'est putain sur YouTube, il n'y a pas un highlight propre de ce match. Je comprends pas, c'est le match le plus stratosphérique des 25 dernières années avec Ouais. le Federer Djokovic à Roland Garros en 2011. C'est les deux matchs que je me mate tous les 6 C'est mois. en 2009? 2009 l'Open d'Australie, Oh, ouais. Ça, déjà. ça Mon n'a Dieu. rajeuni personne autour de cette table. Et Demi-finale, hein. demi-finale, ouais. Il perd 6-4 au cinquième je crois. Notamment le tie-break Je du pensais quatrième. plus. Ok. Donc il est mené 2-7-1, il gagne 7-1 le tie-break du quatrième. Il envoie 6 premiers points, 6 winners au bout de rallye de 20 frappes, des trucs, mec il réfléchit plus, c'est complètement possédé dans la zone, genre il ferme les yeux, il envoie des ogives, enfin c'est indécent le niveau de jeu. Donc à ce moment-là, il était avec sa petite T-Fight. 2009, il fait une de ses meilleures saisons, je crois qu'il finit l'année 7 mondiale. Et il me semble qu'il surfe, d'un point de vue de la confiance, sur le titre en Coupe Davis peu de temps avant, qui lui a fait du bien de gagner en équipe, de se sentir concerné. C'est tout possible. ça. Petit déclic, et pouf, rampe de lancement encore. Saison de mutant et fin de contrat avec Technifibre à la fin de l'année 2009. Et au moment de la prolongation de contrat, donc là il y a plus que le mot me manque, pas péremption mais prescription. Technifibre fait une offre pour le prolonger, donc 7e mondial, offre à 300 000 €, refusé par le joueur parce Ok. que pas à la hauteur de ses attentes. Il y a eu une grosse inflation depuis ou pas? Sur un montant comme ça? Non, top 10, non, je dirais que ça se dit dans ces montants-là, Oui, peut-être un petit peu. tu disais top 5, 500 000 et 1 million. Ouais, je dirais que non, proche. Franchement, t'es dans ces montants-là. Ok. Et le gars ne prolonge pas. Et donc c'est là où l'histoire elle est extraordinaire. Et tu peux voir au fur et à mesure des tournois l'évolution qu'il fait. Incroyable. Donc année 2010, signé avec Dunlop. Donc En faisant monter les enchères chez toutes les marques. j'en sais rien. Donc là j'étais pas là, j'en sais rien, mais je pense. Il me semble qu'il signe donc pour plus de 2 fois ce qu'on lui avait proposé chez Dunlop. Donc Chez tu peux vous, dire sur le c'était- papier, ah oui, ouais. ouais. Donc tu peux dire chez le papier, super, le mec a gagné 400 ou 500 000 €, super deal pour lui, bravo, il a pris ses sous, pas de problème. Il fait l'Open d'Australie avec sa Dunlop, il perd en 8e contre Davydenko, je crois, en 2010. Le tournoi d'après à San José, il est en Yonex, Ouf. il gagne le tournoi à San José avec sa Yonex, Ouais. saison sur dur, etc. Il arrive la saison sur terre, il revient, et c'est là où les images sont mythiques, la fameuse finale où il joue Nadal à Monte-Carlo, il prend 0-1, un match, mais le match dure 2 heures parce que les mecs font des rallyes de 50 frappes, il prend 0-1, il est en black frame, à nouveau Technifibre, et tu reconnais la T-Fight, c'était la T-Fight qui était rouge dans le yoke, noir autour, et en fait la raquette est mal peinte, et tu vois qu'il y a le yoke rouge, donc en fait le mec est revenu sur sa Technifibre, Ouais. il fait une saison sur terre de mutant, parce qu'il fait finale avec la Technifibre, Ah ouais. finale à Monte-Carlo, en mettant 2-2 à Djoko en demi. Attends, mais pendant ce temps-là, il prend l'argent de. J'en sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, il fait donc Dunlop, Yonex, saison sur terre avec Technifibre, il joue grave. Donc il fait, je te dis, finale à Monte-Carlo. Il faudrait regarder ses lignes à ce moment-là, mais je me demande s'il gagne Barcelone ou s'il fait pas finale. Il reva loin à Rome en remettant 2 petits sets à Djokovic.
qui en 2010, c'est pas non plus un peintre, tu vois. Il avait déjà gagné son grand chelem et tout. Ça joue un peu au tennis, tu vois. Le tout en black frame avec sa T-Fight peinte en noir. Il perd en 3-7 finale d'anthologie contre Richard Gasquet à Nice, 2010, où il insulte le public et tout. Si tu regardes les images, il est avec sa raquette noire mal peinte avec le yoke rouge. Et, et là, tu peux te dire, ok, le mec, il a été attiré par les euros, finalement, il retourne sur sa technifibre. Et en fait, il repart derrière 6 ans sur gazon. Et là, je sais plus si c'est avec la Dunlop ou avec la Yonex, mais il repart sur une autre raquette. Et donc, le mec finit l'année 2009, donc avec technifibre, 7ème mondial. L'année 2010, 15, puis 20, puis 25, puis 30, puis 35. Et en fait, les 300. Toujours technifibre? Non, du coup, après, Ah ouais. il n'est plus chez Technifibre, on l'a perdu à ce moment-là. D'accord. Et il a fait quasiment toutes les marques de la Terre, je crois. Enfin, à un moment donné, je l'ai vu en aide. Enfin, il a un peu bougé. Et en fait, bah, le montant, et je ne sais pas du coup pour combien il a signé chez Dunlop, mais à mon avis, c'est, je te dis facilement 2 fois supérieur à ce qu'on avait proposé à l'époque. Parce qu'il a gagné à ce moment-là, en fait, tu le perds la même année en prize Clairement. money. Et derrière, bah, tu n'es plus 10e mondial, tu es 20e, donc tu es moins attractif. Donc tu renégocies moins bien tes contrats. Et donc en fait, bah, ce que tu as gagné sur la raquette, tu le perds ailleurs parce qu'en fait, ta performance, elle est plus au rendez-vous. Donc c'est aussi un truc, tu vois, dans toutes les discussions et toutes les négociations sur la raquette, tu as quand même. Ce qui fait aussi que les contrats raquettes se négocient sur des montants beaucoup plus faibles que les autres, c'est que tu as ce lien direct avec la performance qui fait que un joueur intelligent, si la raquette lui convient bien, il va pas essayer de t'assassiner sur le contrat raquette, il va être fair, et après il va essayer, par contre, c'est via son prize money et ses autres contrats qu'il essaye de gagner un peu plus de sous. Un gars qui vous a fait du bien aussi à l'époque, un mec qu'on ne soupçonnerait pas forcément, c'est Janko Tipsarevic, non? Ouais, Qui exactement. était top 10, 7ème mondial, je crois. Alors là, j'ai Avec ses moins belles de. Avec ses petites lunettes. Ouais, il a fait plusieurs fois le Masters. T'as moins de data sur Janko? J'ai moins de data ouais, sur Yanko. Il est encore proche de la marque. Je sais qu'il a une académie, notamment il travaille avec Novak en Serbie. Donc il a son académie Tipsarevic et je sais qu'on travaille encore avec lui, mais j'ai malheureusement pas de fun fact ou d'anecdote Dommage. croustillante à te partager sur l'animal. Si un joueur comme Lucas Pouille, par exemple, qui est avec une vieille raquette, Ouais. une vieille Prince, si un joueur de sa trempe, on va dire, jouait avec une vieille technifibre, comment vous géreriez ce... Est-ce que vous le laisseriez faire ou pas? Est-ce qu'on peut avoir Je me suis du jamais point de vue de la marque, comment... posé la question. Euh, Bah lui, c'est particulier, je pense. Encore une fois, je le connais pas du tout, mais il a été chez Prince. Il est passé à un moment donné, je crois, chez Babola, Ouais. en pure drive. C'est étonnant, vu enfin, de là où on était. Ça paraît bizarre comme choix, mais bon. Et donc là, il revient sur sa Prince. Euh, Faudrait que je réfléchisse. Honnêtement, s'il avait eu un historique avec la marque, ouais, après, tu vois, encore une fois, il y a 1000 façons de faire des contrats. Tu peux très bien faire un contrat sans retainer, sans fixe, et D'accord. juste avec des bonus. Et à ce moment-là, tu donnes. Et nous, quand on fait ça, et c'est la règle qu'on se fixe, c'est le niveau de professionnalisme au maximum. On fait pas de demi-trucs, quoi. On n'envoie pas des raquettes en disant démerde-toi, quoi. Si on accompagne un joueur, on prépare les raquettes. Donc tous nos joueurs qu'on a en contrat ont des raquettes préparées, la majorité par Dieter, pour vraiment avoir le niveau de servicing et de performance le meilleur qui soit. Donc un mec comme Lucas, j'imagine s'il était chez nous, bah ouais, je pense qu'on lui ferait un contrat, sans doute sans financier, mais avec des bonus. Et s'il redevient fort, bah, il aurait des bonus en lien avec son ranking. Ok. Bon, on a fait un bon tour d'horizon des ambassadeurs, des temps de passage forts de Technifibre. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du coup des valeurs de l'entreprise, de la marque, Ouais. et peut-être faire le lien avec voilà, ce siège, ces bureaux à Feucherolles où vous avez Ouais. reçu quasiment tous les ambassadeurs, Yes. dont Iga, je crois, quand elle avait. Exactement. T'as une On a histoire avec elle quand elle fait. avait 10 ans, non? Ouais, alors, Iga, effectivement, j'ai oublié de te dire ça tout à l'heure, et c'est hyper important aussi dans la manière dont on l'a signé, dont elle a rejoint la marque en 2020. C'est qu'en fait, elle jouait en Technifibre quand elle avait 10 ans. Donc, on a une photo qu'il faut que je t'envoie et qu'il faudrait me montrer qui est incroyable. Iga Swiatek, à 10 ans, tout sourire avec sa raquette Technifibre dans les mains, avec l'ancien logo, donc c'est le triangle rouge. Donc, la photo est assez collector, et je pense que dans tout le processus avec elle de testing, le fait qu'elle avait joué avec la marque étant petite, tu vois, ça lève une barrière mentale aussi et te dire, ok, bah, j'ai déjà joué avec la marque, je connais les produits, je sais que c'est du bon matos, donc je pense que ça l'a aussi aidé à faire le switch. Et Alors, juste avant les valeurs,
Juste, combien de joueurs pour une marque comme Technifibre, Ouais. c'est important d'avoir de top players en fonction de votre gamme de raquettes, votre profondeur dans la gamme, pour qu'on ait l'envers du décor, nous, fans passionnés, qu'on comprenne mieux Ouais. votre stratégie peut-être à travers cette vitrine qui est le tennis Ouais. professionnel. Alors, pour essayer de la faire, donc, je vais essayer de ne pas le faire trop commercial, mais je suis obligé de démarrer par là. Notre gamme de raquettes. Donc, notre gamme de raquettes, elle est divisée en gros en deux macro silos. Tu as les silos top performance et les silos accessible performance. Ouais. Top performance, on a 3 silos qui sont répartis avec des Les bénéfices silos, c'est très des clairs. moules. C'est des modèles. Ouais. Donc, tu vois, la Blade chez Wilson, c'est un silo. L'Aero chez Babola, c'est un silo. La Pure Drive, c'est un silo. Donc, moi, tu vois, une franchise, quoi. Ouais. Donc, chez nous, on en a 3. Qui Il y a d'un sont- côté la tu peux les nommer? ouais, la TFX1, qui est la raquette puissante de la gamme. Donc, c'est la raquette blanche et jaune qu'on a vue dans le showroom. Raquette puissante avec la technologie anti-vibratoire dans le manche. Ouais. Parce qu'une raquette puissante, pour être puissante, elle est rigide. Quand c'est rigide, ça vibre et ça fait mal au coude. Donc, on est la seule marque à avoir une technologie brevetée avec un anti-vibrateur dans le manche. Donc, raquette puissante, extrêmement confortable, TFX1. De l'autre côté du spectre, on a la TF40, qui est la raquette contrôle, précision. Donc, c'est l'équivalent des Pro-Staff, des Prestige, ces raquettes-là. Et au milieu, donc à mi-chemin entre le parfait compromis entre puissance et contrôle, qui est la raquette qui est le plus jouée sur le tour chez Technifibre, la raquette iconique, le silo principal pour la marque, qui est la T-Fight, donc qui est jouée par Daniil Medvedev, Iga Swiatek, Daniel Collins, Christopher Eubanks, Alexander Bublik. Dallin Griekspoor, Sacha Bublik. Et donc voilà comment les raquettes sont réparties. Pour nous, en tout cas, et ça c'est la stratégie que progressivement j'ai souhaité mettre en place, c'est la priorité c'est de réussir à faire émerger un silo fort déjà, d'être très fort sur un silo. Donc bien sûr, on est la Players Company, chaque joueur est unique, donc on développe les produits pour toutes les catégories de joueurs, donc on n'oublie personne bien sûr. Mais néanmoins, d'un point de vue stratégie et marketing, la clé c'est de faire émerger un gros silo. Et donc ce silo-là, c'est la T-Fight, qui est le silo le plus polyvalent. Le mix parfait entre puissance et contrôle, c'est le silo qui a le plus de visibilité sur le tour, avec les joueurs que je t'ai cités. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de devenir fort sur la raquette via ce silo-là. Et donc, en termes de stratégie sports marketing, tu me demandais, le but c'est d'avoir un team très fort sur cette raquette-là. Là, je pense qu'on peut dire qu'on a fait le job, avec plusieurs joueurs qui gagnent des tournois régulièrement, donc la raquette est super visible. Et donc là, les prochaines étapes à l'avenir, c'est maintenant de muscler le team sur les deux autres raquettes. La TFX1 qui est la raquette puissante, qui est déjà jouée par Corentin Moutet, qui pareil revenait de blessure, avec sa blessure au poignet, et pour qui le côté confortable, la signature de la raquette était hyper importante, et qui a le touch le plus indécent qui m'a été donné de voir dans ma vie. C'est génie ce Corentin. Incroyable. Et pareil, c'est enfin, moi, je vibre devant les highlights de ces matchs. Je regarde ces matchs en challenger. Là, tu vois, il repasse par les challengers pour se reconstruire un classement et une confiance. Et je regarde régulièrement ces matchs. Je suis vraiment dans le truc. Et ensuite, progressivement aussi des joueurs sur la TF40, qui est le silo précision, donc qui est joué déjà par Arthur Hindernesch. On a un bon prospect. On a Martin Dam, qui est un Américain né en 2003, qui commence à bien progresser, qui joue aussi avec cette raquette, qui a passé 2 tours là, à Miami, Masters 1000. Donc voilà un peu la stratégie sur les raquettes. Et important, en tant que Players Company, et donc chaque joueur est unique, développer les bons produits pour les bons joueurs. On est la seule marque de tennis à avoir un silo dédié pour les femmes, qui est le silo Tempo, avec une technologie unique et une raquette 1 cm plus courte. Et en fait, le constat qu'on fait, c'est dans plein de sports, il y a des gammes dédiées pour les femmes, et c'est normal parce qu'ils ont des morphologies qui sont différentes. Donc dans le ski, tu as des gammes dédiées pour les femmes. Dans le vélo, tu as des gammes dédiées pour les femmes. Dans le golf, tu as des gammes dédiées pour les femmes. Donc avec des cosmétiques particulières, mais surtout avec des technologies. Donc c'est des produits techniquement designés pour les femmes. Et dans le tennis, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous dans cet ADN de Players Company, de proximité avec les joueurs. Et j'en profite pour le glisser là. On est la seule marque à avoir un silo de raquettes techniquement dessiné pour les femmes, avec ces raquettes qui sont 1 cm plus courtes. Et je t'invite un jour à faire le test. Tu le sens pas forcément quand tu prends la raquette en main, etc. Mais au jeu, ça change vraiment la donne. C'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à jouer. Ça te permet d'avoir notamment pour des femmes qui sont un peu plus petites en moyenne. En fait, quand tu as des bras plus petits, c'est bien d'avoir une raquette plus courte parce que c'est plus maniable et ça te permet du coup de gratter beaucoup plus la balle, de prendre la balle beaucoup plus devant, de gagner du temps, etc. Donc en tout cas, moi, si je pouvais jouer au retour avec une raquette courte et ensuite prendre une raquette normale, je ferais ça parce que tu gagnes et à la volée, tu as un temps de réaction qui est
qui est incroyable. Donc c'est des produits qui sont vraiment hyper intéressants et à 100%, tu vois, dans cet ADN de la marque Players Company, avec des produits qui sont dessinés pour chaque catégorie de joueurs. Beau geste. Ça donne presque envie de faire 1m45. Même si paradoxalement, tu as des mecs sur le tour qui sont petits, qui jouent avec des raquettes rallongées, tu vois. Ah ouais, incroyable. Un mec Fabrice Santoro. Corentin Moutet, qui est un peu moins grand que la moyenne, joue. Alors que même, d'ailleurs, il fait petit à la télé, mais en fait, il fait ma taille, tu vois, mec. C'est juste que tous les mecs sont des géants sur le tour, donc tu as l'impression que lui est petit. Ouais. Et lui, pareil, il joue en rallongé. Jules Marie aussi, qui est ambassadeur Technifibre, joue en raquette rallongée. Alors, avant, tu nous as parlé du terme Players Company, avant que tu nous l'expliques bien, histoire qu'on termine proprement. Ouais. Peut-être une anecdote ou deux avec les noms que tu viens de donner, Corentin Moutet, Arthur Hinnerknecht, Jules Marie. Allez, balance. Pas facile, comme je te dis, j'ai pas une relation de proximité, enfin qui est la même avec tous les joueurs, on essaye bien sûr d'être au plus proche d'eux. Corentin, donc il a signé il y a 1 an, un truc intéressant, qui moi me fascine, donc c'est, je t'ai dit, le toucher de balle le plus indécent que j'ai jamais vu. On l'a fait venir, il a été vraiment incroyable, il a joué le jeu, donc dans cette logique aussi de Players Company, pour nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de connecter aussi au maximum à ces top players avec les salariés, avec les gens de la société. Donc on a fait venir Iga Swiatek au bureau l'an dernier ici, juste avant Roland Garros, et elle s'envoie le tournoi derrière, elle a passé une journée dans le bureau, donc c'était assez incroyable, elle était franchement top, hyper accessible, souriante, elle a répondu à plein de questions, c'est vachement livré, tu vois, sur la pression d'être numéro 1 mondial, le fait que c'était Roland, qu'elle était attendue. Il n'est pas béni, ça, pour les... Ouais, pendant 1h30, franchement, t'es dans la... Les employés. Ouais, t'es dans la salle que tu vois là, silence total, tout le monde est, tu vois, happé par le truc, c'est incroyable, enfin, tu vois, on parlait aussi de proximité avec le haut niveau, et franchement, avec un naturel assez désarmant. Ouais. Elle te dit, bah ouais, c'est dur, je suis attendu au tournant, dès que je perds un match, c'est une contre-performance, la pression des médias, elle est énorme, donc c'était hyper intéressant. Et Corentin est venu, il a fait une séance d'entraînement en décembre, il est venu à la Ligue faire une séance d'entraînement avec son coach, et donc il a pu échanger quelques balles avec des gens de la société, donc on a fait des petits challenges de rétro, challenge de drop shot, etc. Donc j'ai assisté à la fin de son entraînement à Corentin. La session décalage coup droit, je monte à la volée, je dépose une amortie. C'est indécent le touch du mec, quoi. C'est fou. Et en fait, le truc, moi, le coup qui me rend fou et que j'aimerais tellement savoir faire, mec te fait des volées hautes de revers en extension, rétro dans la diag là, c'est hallucinant. Et il te l'a fait, putain, toujours la même, 9 fois sur 10. Et quand la balle elle frotte le cordage, t'as ce petit. Ouais. Tu sais que le truc, tu n'as même pas besoin de regarder, tu sais qu'elle est parfaite. Donc ça c'était assez top, et ça me permet de faire un lien avec le côté Players Company. Donc Players Company parce qu'on est tous des joueurs de tennis, c'est quasiment un impératif pour rejoindre la marque. On est une petite équipe encore hyper resserrée, et donc tu n'as que des fans et des passionnés de tennis. Donc typiquement a fait sparring ce jour-là pour Corentin Moutet. Thibaut Berland, qui est directeur commercial sur la zone Europe, qui travaille chez nous, qui a été -4 classement français, qui a gagné un match en Challenger. Il a gagné à 140 mondial Quand même. quand il était en fac aux US. Il est là, le type. Il a mis 4-1 à Alex Kuznetsov, qui était 140e mondial à l'époque. Donc quand on parle disparu d'ailleurs. Ouais, disparu des radars, mais donc notre Thibaut Berland national qui bosse pour nous, et a été à ce niveau-là, et donc a fait sparring avec Corentin, et on a plein d'histoires comme ça dans la marque. Lou Adler, que tu as vu aujourd'hui, qui a été ex 500e mondial à la WTA. Lou Donc, qui gère maintenant. Exactement, qui travaille avec moi sur la partie RSE. Donc voilà, vraiment cet ADN Players Company, c'est ce qui fait que quand Daniil Medvedev gagne l'US Open en 2021, dans cette même salle, donc la finale heure française c'est à 22h, bah t'as cette salle-là, un dimanche soir à 22h, bondée de tous les salariés de la boîte. Trop bien. Et on a une petite vidéo où tu vois en plus il gagne ce match-là contre Novak 3x6-4. Ouais, t'as 30-35 salariés de la boîte, un truc, et on tape sur les tables, etc. À hurler Daniil, et derrière il y a certains qui sont partis en soirée, je n'ai pas été. Mais ouais, donc t'as vraiment ce truc où tout le monde vit le truc à fond, et on va en parler tout à l'heure du plaisir, moi en tout cas à titre personnel, que j'ai à travailler pour cette marque. C'est vraiment un truc qui transpire et que tu ressens. Donc Players Company parce qu'on est tous des joueurs, et Players Company parce que c'est ce que je t'expliquais aussi,
cette conviction que chaque joueur est unique et donc on passe énormément de temps avec notre Technilab, notre Trackman à analyser, à comprendre le joueur et à développer le bon produit pour les bonnes catégories de joueurs. Donc oui, il faut jouer en multifilament quand tu es 4e ou 3e série ou quand tu es jeune ou quand tu es âgé. Il ne faut pas jouer en polyester comme les pros parce qu'en fait, ce n'est pas le bon produit qui est adapté. Pour les femmes, jusqu'à avec un certain niveau, de jouer avec une raquette courte, ça aide énormément et c'est, ou en tout cas même pour les personnes plus petites, c'est une vraie aide et donc c'est pas parce que les top players jouent pas avec à la télé que c'est pas un bon produit pour toi. Donc vraiment c'est quelque chose qui transpire chez nous de développer le bon produit pour la bonne catégorie de joueurs parce qu'on a la conviction que c'est comme ça que tu débloques le potentiel de chaque joueur quelle est la mission de la marque avec des produits qui sont hyper performants bien sûr et on passe beaucoup de temps aussi sur la cosmétique, des produits hyper élégants. Alors, on appartient aussi à un groupe avec Lacoste, avec les marques que je t'ai citées, avec que des marques très, très premium, donc c'est hyper important pour nous d'avoir des jolis objets. Donc en tout cas, moi, bien sûr, je suis complètement jugé parti là-dedans parce que c'est moi qui les valide. Je suis très objectif. Mais je trouve que les raquettes sont sublimes. Yes. Ubanks, ça fait vendre de la raquette un peu aux US ou bien? Ubanks, le run qu'il a eu l'an dernier où il gagne ATP 250 à Majorque, il fait quart à Wim, il a failli taper Daniil en quart à Wimbledon. Et j'étais sur son 8e contre Tsitsipas. Putain, les émotions sont incroyables de voir le joueur avec ta marque, ta raquette et tout, et qui tape Tsitsipas 6-4 au 5e dans le temple du tennis et tout. Donc c'était assez cool. Ouais, ça fait de la visibilité, de la crédibilité pour la marque aux États-Unis. C'est ce dont on a besoin. Donc à terme, le but c'est d'avoir d'autres mecs comme lui, des mecs encore plus classés. Ce qui est hyper intéressant avec lui, c'est qu'il est en parallèle, il fait plus ou moins, il enregistre des podcasts ou des émissions sur Tennis Channel, qui est une grosse chaîne de télé aux US. Il a une personnalité assez connue et reconnue dans le milieu comme un mec hyper sympa. Accessoirement, il mesure 2m10, donc il passe pas tout à fait inaperçu, tu vois, ça aide aussi. Et un mec hyper bien dans ses pompes, hyper apprécié par le microcosme du tennis aux US. Donc ouais, c'est sûr, c'est des profils qui aident énormément, mais idéalement, il en faudrait plusieurs comme lui, mais on y travaille. J'étais à l'académie de Joe il y a pas longtemps et il me disait franchement le tennis, faut pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est un métier, c'est un sport qui survit grâce à la télé, au Grand Chelem notamment. Et le paddle a une croissance de dingue. Vous faites les deux. Ouais. Est-ce que tu confirmes de l'intérieur que la vente de raquettes est inférieure par rapport à celle du matos de paddle qui devrait prendre le relais, tu penses, sur la question, c'est est-ce que dans le monde se vend plus de raquettes de paddle que de raquettes de tennis? Non, c'est comment va évoluer le marché du tennis, la pratique du tennis, tu vois, tout ça. Je vais te sortir ma boule de cristal. Mais vous avez c'est une super bonne question. Vous avez des signaux plus concrets et plus tangibles que nous passionnés. Je pense que la pratique du tennis, et en tout cas nous ça nous a beaucoup servi, elle a connu un boom énorme avec le Covid. Pendant 2 ans ça a été, je pense que le marché du tennis de manière générale a pris plus 15 ou plus 20% sur pas mal de catégories. Les gens se sont rééquipés, racheté de la raquette, du cordage, etc. Ça s'est à nouveau recalmé depuis le début de l'année 2023, donc c'est à nouveau un petit peu plus difficile. Je pense que sur le très long terme, le marché du tennis a quand même vocation à rester un gros marché de sport parce que tu vois, c'est un sport qui rend fou. Quand t'es amordu de ce truc, t'as des mecs qui transitionnent vers le paddle, bien sûr, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus ludique, parce que c'est fun, parce que ce que tu veux. Mais la sensation, le truc de la recherche de performance, de développement personnel, en tout cas les gens qui recherchent ce truc-là, en tout cas moi c'est mon feeling perso dans le tennis, c'est quand même inégalé. La sensation de frapper la balle, quand tu la frappes bien, c'est quand même un truc qui je pense est incroyable, qui est assez unique. Et ça reste un sport qui est très médiatisé, qui a des assets incroyables avec l'ATP, avec les Grands Chelems, avec les Masters 1000, il y a plein de choses qui se passent. Donc je pense pas que c'est un sport qui a vocation à baisser, à mon avis ça va rester au même niveau dans la pratique. Même si des mecs comme Patrick Mouratoglou te disent que la fanbase vieillit, ce qui est le cas, mais je pense que tu as quand même suffisamment d'assets pour que le tennis reste un sport majeur. D'accord. Et effectivement, le relais de croissance est évident et tu as des marques qui ont, de manière transparente, mieux pris ce tournant que nous pour l'instant, qui est le tournant du paddle, où effectivement c'est un sport qui est parfaitement complémentaire avec le tennis, parce que plus fun, plus ludique, beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus social. C'est un truc con, mais quand tu joues au tennis avec ton pote, tu lui parles pas pendant 1 heure, quoi. Et plus cher aussi, mine de rien.
Et ça pourrait être un frein. Mais Sur le paddle? Ouais, j'ai pas l'impression que ça freine tant que ça Non, parce que tu vois, l'euphorie. autour du ouais, paddle. une heure de paddle à l'échelle individuelle, c'est le même prix qu'une heure d'urban, tu vois. C'est, je sais pas, 10, 15 balles de l'heure. C'est des... Entre 10 et 20, on va dire. Ouais, mais c'est des montants que tu payes déjà pour faire un urban. Donc, et tu vois, tout le monde joue, tout le monde fait des urbains au foot. Donc, pour moi, c'est un modèle qui est similaire. En France, c'est particulier parce que c'est un marché qui, je pense, et c'est pour ça que ça se développe moins vite en France qu'ailleurs. En tout cas, c'est l'analyse que je fais moi, c'est que le paddle va beaucoup se développer aussi via les clubs de tennis existants, qui sont des clubs fédéraux, qui travaillent, enfin, qui sont, tu vois, avec la Fédération française de tennis. Donc en fait, demain, si tu es membre d'un club de tennis dans lequel il y a un terrain de paddle, bah, tu vas pas aller payer les 20 balles de l'heure pour aller jouer dans une structure privée, tu vas aller jouer dans ton club de paddle, dans ton club de tennis, avec ta cotisation tennis. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a le développement du paddle est un peu moins rapide en France, c'est qu'en fait, déjà le foncier coûte très cher, et en plus, parce que tu as cette menace du cours de paddle dans le club de tennis, en fait, bah moi demain je suis entrepreneur, en vrai, avant d'ouvrir un club de paddle à Paris, tu te poses quand même la question parce que le jour où le TCBB, le TCP, enfin tous les clubs de Paris mettent des clubs de paddle, mettent des terrains de paddle, bah ta structure à 20 balles de l'heure, elle devient potentiellement beaucoup moins attractive pour le joueur qui, pour la majorité en France, viennent du tennis. Donc c'est pour moi le frein, en tout cas, au développement du paddle à court terme sur le marché français. C'est cette équation-là qui n'est pas facile, qui typiquement n'existe pas du tout en Espagne, en Italie, dans les pays nordiques, où c'est des clubs de paddle, 100% paddle, qui se sont développés, où il n'y a pas ce réseau de clubs de tennis fédéraux. C'est des business models qui sont très différents. Donc c'est ça aussi qui a drivé la croissance de ce sport dans ces pays-là. Mais oui, si tu tires un trait sur 10 ans, je pense que la pratique du paddle va continuer de se développer énormément pour tout ce qu'on s'est dit. C'est fun, c'est social, tout le monde peut jouer. Tu vois, moi, elle va pas aimer que j'en parle, mais j'ai joué ce week-end avec ma femme au tennis, qui est débutante. C'est ma femme, donc j'investis le temps qu'il faut pour jouer avec elle. Mais c'est ouais, tu donnes un cours pendant une heure et tu prends pas beaucoup de plaisir. Je pense qu'on s'amuserait ensemble beaucoup plus à jouer au paddle parce que très vite elle prendrait le truc, Pickleball, même. ou même au pickleball, même si c'est encore un niveau en dessous en termes de sensations, etc. Mais dans le paddle, tu as cette facilité de démarrer et de tout de suite prendre du plaisir et tout de suite avoir des sensations qui, c'est sûr, sur le long terme, est forcément hyper intéressante. Merci Matt pour cet échange, c'était passionnant. Merci Juste à avant toi. de terminer, Ouais, j'ai quelques questions de fin pour mieux te connaître, toi, ouais, l'homme. bien sûr. Je sais L'homme que... sous le blason sous le logo. Je sais que tu es pressé, ça va pas durer longtemps, mais Non, t'inquiète. est-ce que tu aurais un livre qui te passionne, qui t'inspire particulièrement? C'est énorme. Je rêve depuis tout petit qu'on me pose cette question, parce que j'en ai un. C'est ton moment. Mon livre préféré de très loin, c'est un livre de Joseph Kessel, Ouais. qui est un de mes écrivains préférés. Je pense la plus belle plume de la littérature française, selon moi, qui a écrit un livre sur un aviateur, sur Jean Mermoz, il y a plein de rues en France qui s'appellent la rue Jean Mermoz. Ouais. Très peu de personnes connaissent son histoire. C'est un aviateur dans les années 30 qui est notamment le premier mec à traverser l'Atlantique en avion. D'accord. Et c'est la biographie de Mermoz qui te raconte toute son histoire de sa naissance à sa mort. Le mec s'est craché en avion. Attends, mais c'est pas Roland Garros le premier mec à avoir... Bah, en tout cas, Mermoz a été un des pionniers. C'est le mec qui a contribué à la construction de l'aéropostale, qui est la chaîne du courrier qui part de France, qui va au Maroc, en Afrique, au Sénégal et jusqu'à l'Amérique latine. Et c'est l'histoire de Jean Mermoz qui a une vie extraordinaire, une vie de ouf avec des péripéties incroyables, avec la plume de Kessel qui te raconte ça de manière exceptionnelle et avec une finesse dans l'analyse psychologique et dans la capacité à te dépeindre les sentiments du mec et la grandeur de la nature humaine quand tu as des objectifs extraordinaires comme la conquête du ciel. Ouais. C'est un truc, je le lis tous les ans, Ah ouais? je te jure, et tous les ans, je me prends le même truc ça me donne une énergie et une soif de grandeur et de me développer et de continuer à apprendre des trucs Très bon. et d'avoir des objectifs élevés et une ambition parce que l'histoire est incroyable et il y a des... Et ouais, je me retrouve vachement dans ce truc-là, donc c'est mon livre préféré que je lis, je te dis, tous les ans. On pourra arrêter là-dessus. C'est un coup de cœur énorme et vraiment, pour moi, c'est un impératif absolu que de lire ce bouquin. C'est un peu long, mais putain, c'est l'écriture, la langue française, elle est traitée dans ce livre comme j'ai rarement vu ailleurs. Magnifique, je mets le lien en description. Un film, un seul que tu recommandes, ton préféré? J'aime beaucoup... j'ai fait une école de commerce et une prépa. J'ai fait une prépa juste après la crise financière de 2009.
2008-2009. C'est un thème qui m'a souvent passionné, la crise de comprendre les mécaniques financières. The Big Short, c'est un film avec Ryan Gosling, entre autres, Margot Robbie, etc. Il y a un casting hyper lourd, hyper costaud, qui t'explique de l'intérieur comment la crise des subprimes a été, comment ça s'est construit. Et c'est un super bon film, hyper cynique, hyper drôle. Et pareil, hyper intelligent, je trouve. Donc c'est un truc que je trouve passionnant. Pareil, que je regarde tous les ans. Parce que je suis assez obsessionnel. Je regarde en lisant. Ouais. J'en ai repose. J'ai peu de. Je suis un mec assez. Enfin, je fais peu de trucs, mais je les fais à fond. Donc, des livres que je peux relire plusieurs fois le même livre parce que j'adore. Je regarde les mêmes films parce que j'adore. Typiquement, je vais pas peu sur Netflix, genre découvrir des nouveaux films. J'ai toujours peur d'être déçu, donc ça me saoule. Okay. Je préfère regarder des films que je connais où je sais que je vais kiffer. Un resto. Ouais, je vais tout mais c'est ça. Ma femme, ça la rend ouf. Chaque fois que je propose une sortie, je dis pas, on n'irait pas dans ce resto-là. Et elle me dit, mais mec, c'est toujours le même. Ah, essaye d'ouvrir un peu les chakras. Donc j'ai un cercle de potes assez resserré. Enfin, dans ma vie, c'est un peu. Je privilégie la qualité à la quantité. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté de ta vie? Je vais pas beaucoup à des concerts et je devrais y aller plus. Des potes m'ont emmené il y a quelques années à Bercy, concert d'Indochine. Ouais. Que je connais, tu connais, tout le monde connaît les chansons, etc. Mais j'ai redécouvert le groupe via le concert. Énorme. Et en fait, parce que dans la truc, t'avais que des gens un peu plus âgés, tu vois, 40, 50 ans, transcendés par des fans hardcore, vraiment du truc, déguisés avec le mascara et tout machin. Et ça avait donné une vibe énorme à ce truc-là. Et un deuxième truc que j'ai fait avec des potes, dans un registre différent, concert de Roméo Elvis au Zénith il y a quelques années, avec des pogos et tout, pareil, extraordinaire. Le mec est une bête de scène. Frère d'Angèle. Exactement, exceptionnel. J'adore, enfin j'aime beaucoup ses sons, sa musique. Et ouais, sur scène, pareil, la performance, elle est incroyable. Le gars, il démarre habillé en veste normale, il finit torse nu, ruisselant, il se jette dans la foule. Les mecs le portent, donc il marche sur la foule et tout. Incroyable. Et avec du son un petit peu brutal, mais j'avais trouvé ça. Pareil, c'est des potes qui m'avaient emmené, je savais pas à quoi m'attendre. Ouais. J'avais été scotché, claque de ouf, et j'avais adoré. Le conseil que tu donnerais aux maths qui démarrent l'aventure Technifilm? Parce que je crois que tu es arrivé là, tu as un parcours atypique. Tu es arrivé très jeune à ton poste. Ouais. Sur une année de césure, peut-être, quelque chose comme ça? Alors, je suis arrivé, ça va peut-être pas passionner tout le monde, mais pour la faire très vite. Donc, j'ai fait une école de commerce et mon premier job, j'ai fait du conseil en stratégie pendant 3 ans dans un gros cabinet américain qui a un peu fait la une pendant la période du Covid. Et en fait, dans ce cabinet de conseil, il y a un truc qui est extraordinaire et d'ailleurs, je les remercie, je les encourage à continuer à le faire. Quand tu passes le premier grade, en gros, les mecs te disent, si tu veux, va faire 1 an, autre chose. Ouais. On te garantit de te reprendre dans 1 an. Si tu veux revenir, tu reviens. Avec le grade d'après. C'est McKinsey, ça. McKinsey, exactement. Pourquoi ils ont fait la une pendant le Covid? Parce qu'ils ont pas mal bossé avec le gouvernement pour aider toute la mise en place de la vaccination, etc. Et donc, les montants des missions ont fuité dans la presse et donc ça avait été très mal perçu. Pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons. Mais bref. Donc, ils ont ce truc, en tout cas, en termes de RH, c'est une boîte extraordinaire. Ouais. Et donc, tu as cette année de césure. Et en fait, moi, au moment où cette opportunité s'est présentée, j'avais fait ma prépa, mon école de commerce, McKinsey et tout, j'avais fait tout ce qu'il fallait bien, et je me suis dit, c'est le moment de se faire un peu plaisir, donc je vais aller me faire kiffer. Moi, je suis joueur de tennis depuis tout petit, c'est mon kiff. Il y a Technifibre à 20 minutes de Paris, donc je vais les appeler. Il se trouve que je connaissais Pierre Bessa, parce que sa fille est la meilleure pote de ma femme. Donc je l'ai appelé, et je lui ai dit, écoute mec, c'est très simple, moi j'ai 1 an à tuer, je veux venir chez vous, tu me fais faire n'importe quoi. Il se trouve que voilà ce que j'ai fait avant. Je pense que typiquement bras droit du CEO, c'est des trucs que les consultants font souvent, donc du directeur général, ça aurait du sens, voilà ce que je sais faire, etc. Donc je suis rentré comme ça, pendant 1 an j'ai été bras droit de Nicolas qui est le directeur général, et au bout d'1 an il m'a nommé directeur marketing, donc effectivement un poste assez haut dans le niveau de responsabilité. Donc je travaille au COMEX, donc je travaille avec le directeur commercial, le directeur financier, le directeur des opérations, et donc moi je suis directeur marketing. Et donc on essaye de développer la marque le plus possible. Et t'as quel âge? Je suis en 93, j'ai 30 ans. 93? T'as quel âge toi? Je vais avoir 34 ans. Et bah voilà. Quel homme! Énorme! Alors du coup, un conseil à donner aux maths de cette époque, qui arrivait peut-être avec plein d'insouciance et de confiance, un peu comme un jeune joueur sur le circuit, qu'est-ce que tu lui dirais pour être un peu plus robuste d'entrée de jeu et peut-être même
Alors, un petit break d'entrée, aller chercher, tu vois le truc. Quoi. Non, justement, enfin, c'est ce que je te disais avant, et aussi avec, tu vois, avec l'âge que j'ai et tout, c'est. Mais je pense l'avoir pas trop mal fait pour l'instant, c'est de protéger à tout prix les 45 ans de travail qui ont été faits, tu vois. C'est pas moi qui vais. Enfin, je suis là aussi pour protéger l'héritage et pour m'assurer qu'on s'appuie sur ce qu'on fait de très bien et qu'on améliore potentiellement ce qu'on peut améliorer sur certaines méthodes de travail, etc. Le conseil que je me donnerais, en vrai, j'ai pas fait. Peut-être que les gens dans mes équipes diraient différemment. Je pense pas avoir fait de grosses conneries pour l'instant. Et vraiment, c'est quand j'ai pris le job, c'est le premier truc que je me suis dit, là, pendant 1 an, juste, il faut survivre et il faut pas faire de conneries. J'étais vraiment en mode, il faut pas que tu pètes des trucs, il faut pas que les gens se barrent, il faut que tu sois hyper, comme je suis, tu vois, mais prudent et authentique et de pas vouloir, justement, insouciant à vouloir tout changer du jour au lendemain. Donc j'ai été hyper vigilant sur ce truc-là. D'accord. Parce que je voulais surtout pas disrupter des trucs qui fonctionnaient super bien. Et parce qu'il y a une expertise et une qualité dans les équipes ici qu'il faut juste laisser s'exprimer. Donc non, peut-être un truc, mais c'est même un truc qu'il faut que moi je fasse mieux, c'est être peut-être encore un peu plus ambitieux pour la marque, tu vois, aller démarcher encore plus de joueurs, aller signer des partenariats encore plus forts, tu vois, on a plein d'assets qui sont super, mais il y a, tu vois, être un peu plus outside the box. Tu vois, on est un challenger, il faut qu'on prenne des parts de marché, il faut qu'on aille, tu vois, voler des parts de marché à nos concurrents. Donc il faut être un peu plus bold, tu vois, prendre peut-être un peu plus de risques. Donc j'ai une tendance à être un peu risque averse, tu vois, dans ma vie perso. Donc un peu plus, un peu plus courageux sur certains trucs. Donc plutôt l'inverse de ce que tu aurais dit. Incroyable. Ouais. Merci Max, je me suis régalé. Merci Max, merci C'était beaucoup. hyper cool. C'était top. Merci Ouais, pour ton temps. merci d'avoir partagé et puis d'avoir dit les choses. Hein. Je trouve que tu as été plaisir. hyper généreux, pas langue de bois, on adore. Trop cool. J'adore. Bah, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Matt a juste un problème. Il se pose la question de savoir combien de personnes vont écouter ces 2 heures de podcast. Exactement, un vrai stress. Donne-nous s'il te plaît un mot-clé, un truc que les gens doivent mettre en commentaire pour qu'on quantifie un petit peu combien de personnes sont encore là. Tu vas être surpris. Attends, faut que je dise un truc marrant. Ah non, pas le prénom de mon fils, c'est too much. Mais Alors moi j'en ai un. vas-y, Ça va être très simple. Aide-moi, putain. Est-ce que vous pouvez mettre, pour ceux qui sont encore là et qui ont aimé le podcast, Si, je sais ce que tu vas mettre. Ah bah voilà. Alors, et c'est une dédicace pour mon club, Garches Tennis Club. Si vous êtes encore là, c'est le club dans lequel je joue depuis que j'ai 3 ans. C'est là que j'ai appris à jouer au tennis. Je m'entraîne encore une fois par semaine là-bas. J'ai une relation très 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 proche avec les gens qui sont là-bas. Donc voilà, leur faire un petit peu de promotion. C'est un club extraordinaire. Ils font un boulot de dingue. Donc si vous êtes encore là, Garches Tennis Club en commentaire, ça les fera kiffer. Et potentiellement, j'aurai ma cotise gratuite l'année dernière, donc je compte sur vous. L'année prochaine. L'année prochaine, putain. Ciao.